Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, votre podcast bimensuel consacré au café et au crime du Québec. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va bien. C'est bizarre d'être assis une en face de l'autre. Puis ouais. Je suis comme dans pas un encore sous-sol à Saint-Hubert. Oui, je suis comme pas encore habituée. Là. Inquiétez-vous pas, on s'est pas fait kidnapper. Non, on est chez notre directeur technique. Il y a des Guillaume. fenêtres qui ne sont même pas obscurcies. On n'est pas retenu ici contre notre gré. On peut voir dehors. On peut boire du café, on peut flatter des chats. Tout va bien. Alors aujourd'hui, on va raconter une histoire terrible pour faire changement. Pour faire changement des histoires Je suis terribles. vraiment désolée parce que voilà comme maintenant quoi, un mois, je vous ai fait pisser dans vos culottes avec l'histoire de Lavaganza. Uh-huh. Et là, on dirait que je suis comme haha, maintenant que vous m'avez pardonné, je vais refaire quelque chose de terrible. Ouais, pourquoi pas? Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste des crimes joyeux dans la vie, il y a aussi des Non. crimes tristes. Sinon, on aurait dû partir un podcast juste de crimes joyeux. Ça serait tellement fun que les crimes, ce soit juste comme haha, il se promenait, il chatouillait les gens. Non, c'est drôle, quel taquin! Ce qui a fait coquin, il mettait 20 $ dans les poches des gens pendant qu'ils regardaient pas. Ah, c'était... Oh, oui! Un criminel généreux qui donne des barres de chocolat aux enfants, mais qui ne sont pas empoisonnés ni rien. Des gentils crimes. Oh, ce serait tellement beau. Avant ça, on va vous présenter un café. Avec plaisir. C'est un café tout spécial que nous avons acheté, nous autres mêmes. Comme des grandes. Comme des grandes, chez Canard Café, qui est un petit café. Il y en a deux à Montréal. Il y en a un dans Hochelag. On va pas là parce que c'est trop loin. C'est trop loin. Puis aussi, ça fait peur. Mais donc, nous, on va pas dans celui-là, on va à l'autre. Mais au Canard Café, il y a du café du torréfacteur Trafic, qui est un torréfacteur qu'on aime beaucoup. Et à toutes les fois qu'on va là, moi, je demande des recommandations. S'il y en a des nouveaux qui sont particulièrement bons de Trafic, je veux les essayer. Alors, une fois, on est allé là-bas. Ils nous ont recommandé le Espresso Tripping Daisies, qui est un café qui vient du Brésil et de l'Éthiopie. C'est un Marcello Assis et Chatawene, organique et naturel. C'est clairement pas une Chantawene que ça se prononce, cette histoire-là, mais en tout cas. Bon, c'est un produit limité, donc je sais pas s'il est encore disponible. Auparavant, ça avait un autre nom, il était appelé le Sauvage, mais c'est un café qui est à torréfaction légère, avec des petites notes de gâteau au chocolat et de fruits confiturés. Moi, j'aime beaucoup les torréfactions plus blondes et pâles. Surtout le matin, quand je me réveille. Je veux pas trop que ça goûte comme le goudron. Oh non, mais là, je suis plus blonde, tu m'aimeras plus. Ah! Oh non, c'est épouvantable! Non. Pour les gens, je suis beaucoup plus tolérante. Pour le café, moins. Donc, raciste du café! Je sais, raciste du café. Alors, je vous recommande le Tripping Daisies avec ses notes de gâteau au chocolat et de fruits confiturés. Si vous aimez les cafés qui sont plus sucrés et qui sont plus pâles, comme ma peau. De jeune femme caucasienne. C'est ça. C'est le café que je vous recommande aujourd'hui. Je l'ai beaucoup aimé, puis là, j'ai tout fini de le boire chez nous, je l'ai même plus, puis je me suis dit, hey, il faut absolument que je le recommande avant d'oublier qu'il existe ce café. Tu peux vous revenir au café avec moi, travailler. Absolument. Donc, vous pouvez vous en procurer au Canard Café ou à différents détaillants de café à Montréal. Sinon, sur leur site Internet. Donc, ça se détaille à 20$ pour le 300 grammes. Maintenant, je vais boire mon café pendant que tu me racontes une histoire terrible. Puis que je pleure! Et oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est une histoire terrible. Alors, le cas que je vais vous raconter, c'est à la demande de Marie-Pierre Fortin et de Jason Jean-Philippe. Je dis vos noms comme ils sont sur vos profils quand vous nous écrivez. Ils et elles. C'était 3 personnes différentes. Non. T'es-tu sûre? Oui, elle dit « Allô, moi et ma copine, on écoute votre podcast. » Peut-être que c'est 3 personnes. OK, parfait. C'est Jason Jean-Philippe. Oui, OK, oui. J'arrête Three de puppies in the trench coat. Exactement. J'aime qu'on... Merci, Jason Jean-Philippe, de nous avoir écrit. Absolument. Même si on ne sait pas si c'est une personne ou 3 personnes. Alors, c'est pas grave, dis les détails. Vous nous avez demandé de parler du meurtre de Nancy Michaud, qui était l'attaché politique de Claude Béchard, le ministre libéral. C'est une histoire qui s'est passée à Rivière-Ouelle. Si je me souviens bien, tous les deux, vous venez du Bas-Saint-Laurent. S'il y a des gens de Rivière-Ouelle qui nous écoutent, on vous salue. Les gens du Bas-Saint-Laurent aussi, on vous salue. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis de Montréal pour vous raconter des histoires. Alors, ça nous fait plaisir d'aller dans le Bas-Saint-Laurent, cette magnifique région du Québec.
Je tiens tout de suite à vous faire des avertissements. Par contre, malheureusement, ça va être un épisode assez crève-cœur. Alors, les traumas-avertissements d'aujourd'hui, ça va être misogynie, féminicide, mention d'agression sexuelle, de nécrophilie, Arc! de suicide et discussion sur les troubles de santé mentale. Alors, si ce sont des sujets délicats pour vous, on vous invite à prendre soin de vous, à écouter l'épisode à votre rythme. Et si vous préférez passer votre tour, il n'y a pas de problème. Sachez qu'il y a toujours de la place pour vous dans la communauté Un peu de crime dans ton café, que pour moi et Catherine, prendre soin de soi, c'est toujours très important. Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte. Tout le monde a ses limites et c'est bien correct. Moi, j'espère que la nécrophilie, c'est un sujet, un sujet difficile pour comme l'entièreté de la population de la planète. Ben, je sais pas, quand le documentaire sur... pas le documentaire, mais la série sur Jeffrey Dahmer est sortie, tout à coup, on dirait que c'était comme correct de parler de nécrophilie. Là. Non! Moi, mais je... c'était pas... C'est pas un flex en passant. Hein. Alors, nos sources pour aujourd'hui, beaucoup d'articles de la presse, cool. du Soleil et du Devoir, un petit peu de Wikipédia. Ah, c'est bon ça. Et comme d'habitude, j'irai pas dans les détails qui ne sont pas nécessaires, alors inquiétez-vous pas. Ça fait peur les traumas-avertissements, mais je vais pas trop aller dans les détails, donc ça peut être endurable, mais c'est correct si vous préférez passer votre tour. Puis comme d'habitude, je vais lever le drapeau rouge. Mais c'est correct, il y a le piton pour skipper 30 secondes. Là, voilà. Alors, Catherine, si tu es prête, je vais mettre un peu de crème dans ton café. Pas sûr, mais OK. Alors, partie 1. Une municipalité nommée Rivière-Ouelle. Rivière-Ouelle est une municipalité canadienne qui fait partie de la municipalité régionale du comté de Kamouraska, située dans l'est du Québec, au Bas-Saint-Laurent. Située à l'embouchure de la rivière Ouelle, la municipalité a été par le passé un havre de pêche aux marsouins et aux capelans. La pêche est maintenant de moins en moins pratiquée, mais toujours présente. De nos jours, la population vit principalement d'agriculture. Selon Statistique Canada, la population de Rivière-Ouelle était de 1058 habitants en 2011 et de 1165 en 2006. On observe cependant une décroissance constante et, en 2016, on dénombre 970 habitants. T'as l'air tellement sérieuse. J'essaye de pas faire trop d'interruptions qui servent à rien, mais je comprends rien de ce qui se passe jusqu'à date parce que je sais pas c'est où Kamouraska, je sais pas c'est quoi des capelans, je suis pas sûre de savoir c'est quoi des marsouins, je me pose bien des questions. C'est des poissons, ça. Des marsouins? C'est pas comme des dauphins? Ouais, des petits dauphins. On chasse des dauphins? Mais il y en a plus, on les a tous chassés. On les a tous chassés? C'est pour ça que maintenant on fait de l'agriculture. Il en reste plus? Mais comme il en reste dans le monde. Oui, mais pas beaucoup. Mais les dauphins sont en voie d'extinction. Toutes les choses que je ne connais pas dans la vie. Moi, j'ai l'humilité d'admettre les affaires que je connais pas. Voilà. Bon, OK, c'est correct. Bon. C'est là que Nancy Michaud est née en 1971. Décrite comme une enfant éveillée et souriante, elle choisit d'étudier en communication à l'Université de Laval pour poursuivre son rêve de devenir animatrice à la télévision. Oh. Une fois son baccalauréat complété, elle fait le choix de rentrer chez elle à Rivière-Ouelle pour y faire carrière et y élever une famille avec son mari, Daniel Casgrain. À l'âge de 31 ans, Nancy devient mère pour la première fois du petit Charles-Étienne. Elle devient mère pour la deuxième fois à l'âge de 35 ans d'un autre petit garçon, Louis-Maxime. Pendant plusieurs années, Nancy Michaud s'illustre au canal Vox à la télé communautaire de l'Apocatière. Elle quitte cependant en 2002 lorsqu'elle trouve un emploi au sein du groupe Dinaco à titre d'agent d'information. Son patron d'alors, Rémi Fauché, se souvient d'elle comme étant une personne extrêmement dynamique, une belle personne avec beaucoup de joie de vivre et que c'était toujours Nancy qui organisait les parties de bureau. Oh! Malgré ses belles paroles, Nancy va éventuellement quitter pour devenir l'attachée politique du ministre libéral Claude Béchard. Mon Dieu, c'est tout un parcours quand même. Quand même. On passe du coq à l'âne un peu. Mais écoute, quand t'es quelqu'un qui fonce, là, t'en défonces des pas. Je vois pas le lien entre la télé communautaire et être attaché politique, mais bon. Ben, le groupe Dinaco, c'est un groupe de distribution alimentaire. Ah aussi? Ah bon. Écoute, moi, les gens qui branch out et qui ont plein d'intérêts, tant mieux pour eux. Ben ouais. Mais là, je vous entends à la maison, alors je vais faire une parenthèse politique. C'est qui Claude Béchard? C'est qui Claude Béchard? En 1997, Claude Béchard devient vice-président du Parti libéral du Québec avec Lucien Bouchard. OK, vice-président du Parti libéral. Exact. Puis,
député de Kamouraska-Témiscouata pendant une élection partielle. Pendant le deuxième mandat de Lucien Bouchard, Claude Béchard sera tour à tour porte-parole libéral en matière d'éducation et d'énergie. Il demeure député libéral de Kamouraska-Témiscouata de 1997 à 2010. À partir de 2003, il est ministre dans le gouvernement de Jean Charest. Oh, avec ses beaux petits cheveux frisés. On te salue, Jean. Bonjour, Jean. Du 23 juin 2009 au 3 septembre 2010, il va être ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la réforme des institutions démocratiques. Tabarnouche, c'est un gros mandat. Il avait été décrit comme ministre le plus polyvalent. Ben... Maintenant, c'est Simon Jolin Barré. Ça, c'est un autre débat, là. Oui, exactement. Je veux dire, il est parti de l'éducation à la justice, ça! Écoute, vraiment... plein de chapeaux. Écoute, t'as-tu un chapeau, il va le mettre. Voilà. Alors, partie 2, le 15 mai 2008. C'est ça le nom de ta partie? Oui. OK. Mes titres vont être assez sobres. C'est correct. Oui, des fois c'est comme partie 1, introduction, partie 2, meurtre. Partie 3, procès. Là, Vacanza, j'étais comme ha ha ha. Puis là, j'étais comme non. Non. Un cheval dépressif. Une chaîne humaine. Une chaîne humaine. Il y a des gens qui nous ont écrit on devrait faire une chaîne humaine. À travers le parc La Fontaine. Non, mais ça va être une chaîne humaine pour attirer Jean-François Gagnon. Oh! Puis là, la police va comme sortir des buissons. C'est très nice. Partie 2. Le 15 mai 2008. Le jeudi 15 mai 2008 était une journée assez habituelle pour le couple formé par Nancy Michaud et Daniel Casgrain. Le midi, Nancy rentre du bureau de l'apocatière pour dîner avec son conjoint. Celui-ci raconte avoir trouvé sa femme tellement belle et l'avoir serrée fort, très fort dans ses bras. Nancy retourne ensuite travailler à son bureau et va revenir à la maison aux alentours de 16 heures pour y récupérer un discours qu'elle devait prononcer pendant une conférence de presse à la salle communautaire de Rivière-Ouelle ce soir-là. Elle était pressée. Daniel se préparait à aller travailler. Ils ont à peine eu le temps de se parler. Le couple quitte la maison, chacun de leur côté. Nancy se rend à la présentation du lancement de la politique familiale de Rivière-Ouelle, un dossier sur lequel elle avait travaillé à titre de bénévole. Elle était contente. Le lendemain, elle devait se rendre à Québec pour le travail. Daniel Casgrain, lui, part faire son quart de nuit au Tourbière Saint-Lambert, où il travaille comme opérateur-chargeur. Vers 18h30, Nancy quitte la réception et rentre chez elle pour border ses enfants. À 23h, comme c'était leur habitude, Nancy et Daniel se parlent au téléphone pour se raconter leur journée et pour que Daniel puisse souhaiter bonne nuit à Nancy. Il l'ignore à ce moment, mais il s'agira de la dernière conversation qu'il va avoir avec sa femme. Quand il rentre chez lui aux alentours de 2h30 du matin, Daniel Casgrain croise la Suzuki Swift d'un de leurs voisins, Francis Proulx. Cette rencontre lui semble plutôt inhabituelle parce que même si on l'avait surnommé l'oiseau de nuit en raison de ses déplacements nocturnes, Francis Proulx avait l'habitude de rouler à très basse vitesse dans le village. Ce soir-là, en apercevant la voiture de Daniel Casgrain, Francis Proulx accélère avant de disparaître dans la nuit. Quand Daniel Casgrain rentre chez lui, tout semble normal. Il monte à l'étage, embrasser ses deux garçons, mais quand il se rend dans sa propre chambre à coucher, il constate que le lit est vide. Tout de suite, Daniel sait qu'il est arrivé quelque chose à Nancy. Mère attentionnée et aimante, c'était tout simplement impossible que celle-ci ait quitté le domicile familial sans laisser de note et en laissant derrière elle leurs deux enfants. En plus, son aîné Charles-Étienne raconte s'être réveillé aux alentours de minuit et avoir entendu des voix suivies de coups dans la cuisine. Sans perdre de temps, Daniel Casgrain contacte la police et sa belle-mère. Partie 3. Qu'est-il arrivé à Nancy? Les agents de la SQ ne perdent pas de temps à se rendre au domicile de Nancy Michaud, sur la route 132 à Rivière-Ouelle, soit le dernier lieu où elle a été vue vivante par un voisin quand elle revenait de sa conférence de presse. C'est également là qu'elle se trouvait quand elle avait appelé son conjoint pour lui raconter sa journée et lui souhaiter bonne nuit. En l'espace de quelques heures à peine, le scénario de la disparition est écarté et remplacé par celui de l'enlèvement. Dans la chambre à coucher, des traces de sang sont trouvées sur les murs et au sous-sol, des empreintes de pas et une boîte de photos virée à l'envers laissent présager qu'un individu est entré par effraction et y aurait enlevé Nancy Michaud. À Rivière-Ouelle, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et choque la petite population tissée serrée. Le voisin de Nancy Michaud témoigne: « De mémoire d'homme, c'est le premier événement du genre à survenir ici.
Imaginez, un enlèvement, ça se peut presque pas. Celui-ci n'a toutefois rien vu, rien entendu. Le 18 mai, les choses bougent. La SQ rend publique une vidéo où on voit un homme cagoulé retirer à plusieurs reprises des liasses de 20 $ au guichet automatique d'une succursale Desjardins de Rivière-Ouelle aux alentours de 1 heure du matin. Pour effectuer ces retraits, il utilise les cartes de crédit de Nancy Michaud et de Daniel Casgrain. On a maintenant un motif possible pour l'enlèvement de Nancy Michaud, le vol. De plus, un autre résident de Rivière-Ouelle raconte avoir été victime d'un vol le dimanche ayant suivi la disparition de Nancy Michaud. Selon un agent de la SQ, le scénario envisagé est celui-ci. Un suspect se serait présenté chez Nancy Michaud aux alentours de minuit. Il aurait alors extirpé la femme de son lit et une altercation aurait eu lieu entre le suspect et sa victime. Au terme de celle-ci, le suspect aurait traîné Nancy Michaud de force en dehors de son domicile jusqu'à son véhicule qui était stationné à l'arrière de la résidence. On ignore toutefois si cet enlèvement avait quoi que ce soit à voir avec les liens que Michaud entretenait avec le ministre Béchard et si elle est toujours en vie et en présence de ses kidnappeurs. C'est cependant grâce à 2 adolescents que l'enquête pourra rapidement être conclue. Ça va vite en laisser? Ça va vite, mais c'est petit, Rivière-Ouelle. Oui. La maison, située au 215 route 132 à Rivière-Ouelle, était abandonnée depuis près de 25 ans. Le fait qu'il y ait des traces de pneus fraîches autour de la résidence a paru louche à 2 adolescents qui se sont empressés de signaler le tout aux agents de la SQ. Au cours de la journée, des agents avaient également découvert un sac en plastique qui renfermait des papiers essuie-tout maculés de sang et des papiers d'identification appartenant à un résident de l'endroit, Francis Proulx. C'est l'ex à Suzuki Swift. Exact. Le tout se trouvait sur le terrain d'une maison, le 215 route 132. L'après-midi du 18 mai 2008, les enquêteurs de la SQ font la découverte dans le sous-sol de la résidence abandonnée du corps sans vie de Nancy Michaud, 37 ans, mère aimante de 2 garçons et attachée politique du ministre Claude Béchard. Sans perdre de temps, on va procéder à l'arrestation de Francis Proulx, 29 ans, qui demeurait dans un ancien presbytère transformé en maison de chambre, situé à quelques mètres à peine de la résidence de Nancy Michaud. Au dire de plusieurs, Proulx aurait été aperçu à de nombreuses reprises arpentant les lieux autour de la résidence et aurait même participé aux recherches dans le cimetière situé à proximité de la demeure de Nancy Michaud. Même si les agents de la SQ se font plutôt chiche au niveau des informations révélées au public, un agent va révéler que Proulx était déjà connu des autorités et qu'il faisait face à des accusations de meurtre. Celui-ci avait déjà été interrogé par les policiers suite à la disparition de Nancy Michaud et il les avait fait sourciller quand il avait refusé de passer un polygraphe. De témoin important, Francis Proulx est maintenant accusé du meurtre prémédité de Nancy Michaud. Oui, mais je veux dire, on sait que ça veut rien dire, un polygraphe, là. Non, je sais. Ça, c'est une autre affaire, là. Je veux dire, c'est une... Ouais. Nous, dans la communauté de True Crime, on sait que ça vaut rien pantoute. Un polygraphe, ça tient même pas en cours. Non. C'est juste une affaire qui est utilisée par la police pour comme, faire peur au monde. Puis ça fonctionne. Oh oui. Puis ça fonctionne très bien parce que c'est pas tout le monde qui est au courant que c'est pas une affaire qui existe pour vrai. Là. Non. Ben, je veux dire, ça existe pour vrai, mais c'est pas... c'est pas une science infaillible! Non, pas vraiment. OK. Partie 4. Un voisin inquiétant. Suite à l'arrestation de Francis Proulx, sa mère, Lise Hudon, décide de se confier aux médias. Au cours de cette entrevue, elle admet que Francis souffrait de troubles de santé mentale, troubles pour lesquels il consultait un psychiatre 1 fois par mois et qu'il était médicamenté depuis 1 an et demi. Elle parle aussi de l'enfance difficile de son fils. « J'étais fille-mère quand j'étais enceinte à 20 ans. Je me suis mariée 3 mois après pour lui assurer une protection, mais son père était violent. C'est peut-être héréditaire. Quand Francis Proulx a 2 ans, ses parents se séparent et son père part refaire sa vie en Beauce. Francis, lui, partage son temps entre la maison de sa mère et celle de sa grand-mère. Lise Hudon admet par ailleurs que c'est plus sa mère que elle qui a été responsable de l'éducation de Francis. Se sentant perdue, Lise Hudon finit par se tourner vers la religion et devient témoin de Jéhovah en 1992. Francis a alors 13 ans et, selon Lise, même si elle le laissait libre de ses propres choix, Francis aurait d'abord adhéré à sa religion. Oui, parce qu'il avait 13 ans. C'est difficile de faire tes propres choix à cette époque-là. Puis Ben là, chère communauté un peu de crime, je vous demande de rester civil dans les commentaires. C'est correct d'être religieux, c'est correct d'être athée, c'est correct d'être agnostique. Le plus important... Je pense que tu avais dit c'est correct d'être raté. Non!
J'étais comme, ouais, c'est correct d'être un raté. Oui, oui, c'est... Oui. Mais le plus important, c'est d'être empathique. Oui, mais on le sait, ça. T'as pas besoin de le dire, Je sais. justement, aux gens qui nous écoutent. Le monde qui nous écoute, Vous êtes ils plein savent. d'empathie. C'est ça. Et Dis-le là- au monde qui nous écoute pas. Oui, les gens qui nous écoutent pas. Tout le monde qui nous écoute pas, là, on vous parle. Oui. Alors, je cite à nouveau Lise Hudon. « Il est écrit que Jéhovah Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Francis n'a jamais été chanceux. Il a vécu des épreuves, des injustices, des malheurs. Est-ce qu'on va savoir c'est quoi ces enjeux de santé mentale? OK. Je me demande c'est quoi les enjeux de santé mentale qui expliquent un comportement de même. Ben, ça explique, mais ça n'excuse pas. Ah, OK. À l'âge de 14 ans, Était-tu en psychose? ça va être la bataille des psychiatres OK. au procès. À l'âge de 14 ans, Francis Prou fréquente l'école secondaire de Rivière-du-Loup, où il est victime d'intimidation. Souvent humilié par les autres jeunes, on lui aurait déjà mis des shorts remplis d'urine sur la figure. Ah! C'est Non, extrême. C'est quoi le problème du monde, tu sais? Je sais pas, il y a pas grand-chose à faire. OK. Pas grand-chose à faire, puis pas d'autre moyen de se valoriser à part faire chier le peuple. À part être méchant avec les autres. OK. Voyons donc. Au dire de Lise Hudon, Francis aurait été profondément blessé par son expérience de l'école secondaire. Quand l'humiliation devient trop grande, ça éclate. Puis, elle se confie sur le changement soudain de comportement de son fils. Elle raconte que celui-ci a subi un accident de travail à l'hiver 2007 à l'usine ProLam où il travaillait. Depuis, Prou était prestataire de l'assurance-emploi et passait de plus en plus de temps seul dans sa chambre devant son ordinateur. Il faut faire attention à l'Internet, c'est mauvais, il devait regarder des choses de méchanceté. Si elle jure que Francis ne consommait pas de drogue, elle avoue que celui-ci avait récemment cessé de prendre ses antidépresseurs Ah. et que c'est ce qui pourrait expliquer son soudain changement de comportement. Ma petite brebis, doux comme un petit agneau, j'ai fait mon possible pour l'élever. Je me sens comme une pauvre femme, une pauvre épouse, une pauvre mère malheureuse. Mon ventre gargouille, à part de ça, j'ai rien à dire. Finalement, Lise Hudon Mais souhaite oui, exprimer madame, ses là. sympathies pour la famille de Nancy Michaud. Elle, qui a longtemps vécu sur la même rue que Madeleine, la mère de Nancy, dit qu'elle aimerait pouvoir aller les voir et leur dire qu'elle regrette les gestes de son fils et qu'elle va prier pour eux. Mais comme oui, mais je sais pas si ça fait une différence, là, Je pour eux dans leur processus de deuil, là. pense que c'est à eux de décider s'ils veulent te voir. C'est pas à toi de décider Oui, ça, oui. je pense que- Puis je veux dire, comme, oui, je comprends, là, que, je veux dire, ça doit être difficile pour elle, là, Madame Hudon, là, mais this is not about you, Ouais, man. c'est ça, l'affaire. Quand je lisais l'article, j'étais comme, c'est parce que c'est pas à propos de toi, puis c'est pas à propos de Jéhovah, madame. Non, non plus. C'est pas toi qui es une victime là-dedans, malheureusement. Fait que peut-être penser à ça avant de faire une sortie publique, mettons. Elle souhaite également que le Excusez journal... pour mon ventre, là. Mon ventre, il est pas d'accord avec cette histoire. Elle souhaite également que le journal publie une lettre à l'intention de son fils. Francis, sache bien que je t'aime de tout mon cœur, mon garçon. Tu es mon plus beau cadeau du ciel que Jéhovah Dieu m'a donné dans la vie. Francis, je sais que tu souffres profondément. Dans tout ce que tu subis, tu as l'un des meilleurs amis qui soit dans la vie, Jéhovah Dieu. Demande-lui pardon pour ton acte de faiblesse, il te pardonnera. Tu es dans mes prières. Même dans les pires épreuves de la vie, dans ce monde injuste, malgré cela, ça nous fait grandir spirituellement à devenir les enfants de Dieu. N'oublie pas que Jéhovah est le Dieu de l'amour, le Dieu de justice, le Dieu de consolation, le Dieu de paix, et qu'il prendra bien soin de toi. Ben, comme 100% Jéhovah Dieu, mais pourquoi tu sors ça dans les journaux, madame? Il dit-le directement à ton fils? Pourquoi tu ferais paraître ça dans le journal? Je comprends rien. Moi aussi, je me dis, tu pouvais pas juste l'envoyer en prison, ta lettre, puis Francis Oui. décidera s'il veut la lire. Oui. Parce que Je peux pas imaginer comment la famille de Nancy Ouais. Michaud se sentait en lisant ça dans les avoir journaux. cette lettre-là, puis même la population de Rivière-Ouelle était complètement traumatisée après Ben oui, mais ça. c'est certain. Puis je suis pas sûre que lire cette lettre-là, ça les a comme aidés ou quoi que ce soit. Là. Non, effectivement. J'avais comme un mauvais sentiment en lisant cette lettre-là. J'étais comme aidée en faisant rien. Mhm. Comme je dis, là, on va rester civil dans la conversation, mais je suis pas vraiment d'accord. Non, c'est ça. Suite à son arrestation, Francis Prou va être interrogé par les agents de la SQ pendant près de 3 heures. À plusieurs Pas très long, reprises... ça, 3 heures. Pas super que ça. Ben non, voyons donc. À plusieurs reprises, il va éclater en sanglots en confiant des détails de son enfance malheureuse à l'enquêteur Michel Comeau. Cependant, dès que celui-ci tentait d'aborder le sujet du meurtre,
Proulx se refermait comme une huître et refusait de répondre aux questions de l'enquêteur. Ouais. Pour le mettre en confiance, Michel Comeau cherche à démontrer à Proulx qu'il le comprend. Ouais. Que s'il avait eu un passé difficile, il Bonne se serait technique. probablement plutôt assis à sa place aujourd'hui. Le policier fait à Francis Proulx un résumé de sa vie. Famille éclatée, souffre-douleur à l'école, mère témoin de Jéhovah qui le forçait à apprendre la Bible par cœur, père absent, santé fragile, son patron à l'usine qui lui marchait sur la tête, sa timidité envers la gente féminine, ses problèmes de jeu compulsifs, ses nombreuses dettes. J'ai tout un panorama. Wow, mais les trois derniers éléments, Mais c'est des ajouts. c'est ça, on savait pas ça avant. Non, moi aussi, c'est là que je l'ai appris. J'ai fait comme Ah! bonjour. Mais c'est une bonne technique en interrogatoire. Là. Ouais, Je dirais, de la je compassion. sais qu'ils utilisent ça beaucoup avec les pédophiles aussi. Là. Guillaume Gélina, il avait utilisé ça aussi. Ouais. Oui, je comprends. Puis là, je cite Michel Comeau, ce qu'il lui a dit à l'interrogatoire. Le bon Francis n'est plus capable. Le mauvais lui a fait faire des affaires. Le bon, il le regrette. Tu as été poussé. La valve vient de péter. Il va même jusqu'à comparer Francis Proulx à un petit arbre qui pousse tout croche dans la gravelle. Mon Dieu, c'est tout un poète, Ouais. Michel Comeau. Michel Comeau. Tabarnouche! Gaston Miron peut se rhabiller. Oui, Gaston Miron en interrogatoire. Tu mets qu'un petit arbre qui pousse dans la garnotte. Comme un peuple à la recherche de sa langue. Ah! Francis Proulx acquiesce. J'en ai arraché toute ma vie. Proulx se confie alors sur sa mère, j'utilise ces mots à lui, folle, Ah, OK, mon Dieu. qui s'est fait laver le cerveau par les témoins de Jéhovah, et sur les nombreux membres de sa famille qui, comme lui, souffrent de problèmes de santé mentale. Il parle de son oncle qu'il déteste au point qu'il aimerait, lui, sacrer des claques sur la gueule. La seule personne envers qui il exprime de la tendresse est sa grand-mère, alors âgée de 75 ans, pour lui, la personne la plus importante sur la Terre. Oh non, ça me rend triste pour elle. L'enquêteur Michel Comeau saisit alors cette perche. Mhm. Il dit à Francis que sa grand-mère est triste, qu'elle veut comprendre ce qui s'est passé. Dis-lui que tu ne voulais pas faire de la peine aux enfants, l'encourage l'enquêteur de la SQ. Mais Proulx répond seulement que Nancy ne lui avait jamais rien fait. Vers 23h30, l'enquêteur Comeau va jouer une autre carte. Il annonce à Proulx qu'il sait que celui-ci s'était procuré des menottes dans une boutique érotique de Québec quelques jours avant le meurtre. Proulx mort à l'hameçon. Il veut savoir comment le policier a appris ce détail. Comeau réplique que le reçu de caisse a été retrouvé dans le bois. Proulx est soulagé et finit par révéler à l'enquêteur. « Je me rappelais plus où je l'avais mis. Fait que comme ça, vous avez retrouvé Nancy? » Quand le policier confirme que le corps a bel et bien été retrouvé dans le sous-sol de la maison abandonnée sur la route 132, Proulx rétorque « Ben oui, c'est moi. » Sur ce ton-là. Cet individu a besoin de soins. Partie 5. Le procès s'entame. Et le trauma avertissement, c'est là que les détails choquants vont être révélés. Ouais, Alors, faites attention à vous. ouais. Je vais fermer mes oreilles. Francis Proulx comparaît d'abord au palais de justice de Rivière-du-Loup, au grand choc de tous et toutes. En plus d'être formellement accusé du meurtre au premier degré de Nancy Michaud, il est accusé d'agression sexuelle et de nécrophilie. Ce qui signifie que Proulx aurait vraisemblablement agressé Nancy Michaud après l'avoir tuée. Après que Proulx ait renoncé à son enquête préliminaire, c'est l'année suivante, en mars 2009, que le procès de Francis Proulx pour le meurtre prémédité de Nancy Michaud débute. Le procès aura lieu devant un jury composé de, et ça j'ai trouvé ça intéressant, 9 femmes et 3 hommes, Ouais. âgés entre 27 et 62 ans. Autre fait intéressant, pour faire partie du jury, les membres ne pouvaient pas avoir déjà consommé l'antidépresseur Effexor ou avoir un membre de leur entourage travaillant pour le ministre Claude Béchard. Cool. J'aurais qualifié pour le jury. Moi aussi. J'avais 18 ans, par exemple, mais j'étais limite. Je pourrais faire partie d'un jury, mais... Coupable! Dès le début des procédures, il y en a beaucoup qui vont se questionner sur la pertinence de la tenue d'un procès parce que Francis Proulx s'est avoué coupable Ouais. du meurtre au terme de l'interrogatoire de la SQ. Mais c'est ça, c'est le meurtre prémédité. À cause de mon cas que je vais faire la prochaine fois, que vous ne connaissez pas encore. J'imagine que c'est ça, c'est parce qu'il veut mettre des circonstances atténuantes, non-responsabilité criminelle pour trouble de santé mentale. T'es trop fort pour la Ligue. Si, boire, T'es on aurait trop dû fort se pour la Ligue. consulter. J'aurais Hey. fait un autre cas tant qu'à Mais y non, être. c'est correct. Mais ça va être full répétitif. Mais ok. non. On se demande s'il est vraiment nécessaire de faire étalage des détails sordides entourant la mort de Nancy Michaud et si on peut pas simplement condamner Francis Proulx à purger une peine d'emprisonnement. Ben non, parce que je pense qu'il devrait peut-être aller à Pinel. Ça serait une bonne option. Ça serait une très bonne option, parce qu'il recevrait des soins. Ouais.
Je pense que c'est ce bout-là qui est important à déterminer, pas Oui. c'est quoi les détails de la nécrophilie, là. Non, ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est C'est le pour bout ça que qui je les est- ai pas mis dans mon texte Ben, aussi. c'est quand même bien. La défense. Je te remercie de ça. De rien. Il était dans les articles de la presse. Si jamais vous décidez de faire vos propres recherches, là, La presse. évitez-les. Ben, c'est comme quand il avait fait un article récapitulatif des agressions faites par Benoît Gay, là, puis il était comme à telle place, il a agressé telle personne de telle façon pendant tel nombre de temps. J'étais comme, mais voyons donc, tant qu'à regardez-moi y être, une petite veux-tu gêne. organiser un tour guidé en autobus à 2 étages? C'est ça. On peut se calmer? C'est bol. On n'a pas besoin de lire ça dans la presse du dimanche, là. Toutefois, la défense de Francis Proulx choisit de plaider la non-responsabilité pour cause d'aliénation mentale. Cool. À partir Moi de aussi, ce j'aurais fait moment, ça. nous rappelle Yves Boisvert dans une chronique publiée dans la presse, ça va être à la poursuite de faire la démonstration de la culpabilité de l'accusé. Cette démonstration suppose une preuve détaillée et non seulement des aveux vidéo. Après tout, les longs interrogatoires avec toute la pression qui est mise sur l'accusé peuvent parfois mener à des fausses confessions. Attends. Si c'est une défense de non-responsabilité criminelle, le fardeau de la preuve, il est quand même sur la couronne. C'est Oui. pas plutôt à la défense de produire des témoignages d'experts qui vont justifier leur défense? Eux aussi vont devoir faire ça, OK. mais Je comprends pas pourquoi le fardeau de la preuve serait sur la couronne encore. tu sais, Parce que, je veux dire, il y je a te personne qui cite la débat chronique les... d'Yves Boisvert, mais j'entends les courriels rentrer. Il boit vert, qu'est-ce qui se passe? J'entends Non. les courriels rentrer. J'ai cité Yves Boisvert, je connais moi pas. Ah, non, mais c'est ça, je comprends pas ça, parce que, je veux dire, il a admis, de toute manière, qui était coupable. Il y a personne qui remet ça en question. La question, c'est de savoir si il était conscient de ce qu'il faisait quand il le faisait. Oui, puis ça va être à la couronne de contre-interroger les experts amenés par la défense. Ils vont-tu faire témoigner des psychiatres, la couronne? Oui, la couronne aussi va avoir des psychiatres. OK, parfait. Il va avoir des psychiatres des deux côtés, C'est correct, je suis embarquée. chaque côté du ring. J'aimerais ça être coach d'avocat, ça se peut-tu, ça? Comme les coachs au football, mais moi, je leur donne les stratégies, là, puis je leur dis, OK, vous allez faire telle affaire. Vous allez faire paraître tel... OK, Sébastien T'es Delorme, expert. écoute-moi. OK, c'est ça, écoute-moi, là, tu vas faire paraître un psychiatre, puis là, il va dire telle affaire, puis après ça, tu vas contre-interroger tel dude, puis... Puis là, tu vas Ok. faire un tour sur toi-même. Ça existe-tu, ça? Je pense que j'aurais juste comme scénarisé une émission judiciaire. Avec un coach. Comme la loi de la justice dans Série Noire. Oh oui, J'aurais pu écrire ça. Ce voleur de vie doit payer. exactement. Exactement. Alors, ensuite, un procès criminel ne se limite pas à la question « qui a commis le crime ?» Mais plutôt, quel est le crime? OK, ouais. C'est donc à la poursuite de démontrer que l'accusé a bel et bien commis le geste qui lui est reproché et qu'il avait ce qu'on appelle une intention coupable. Parce qu'un accident de voiture peut être un accident, mais peut aussi être un meurtre. Est une intention coupable? Ouais. Comme la personne pas du tout craquée dans le plafond qui a foncé sur une madame avec une poussette, là, il y a pas longtemps, à Montréal. What? Mhm. Je savais même pas ça. Mhm. C'est arrivé. C'est une madame qui traversait la rue, une auto qui s'en venait, puis elle a accéléré pour les frapper. Ils ont été corrects, la madame my et son God, bébé. ok. Là. J'aurais pas raconté ça avec ce ton-là sinon, là, Ouais, mais j'étais je veux comme- dire, ça, c'est une intention criminelle. Oh my God, what the... Qu'est-ce Les qui se gens, passe? qu'est-ce qui se passe, les gens, là? Qu'est-ce qui se passe, les gens? OK, Montréal, là, on va s'asseoir, là, puis on va Mais parler. Je veux savoir ce qui se passe avec Francis Proulx, Ok. là. Yves Boisvert rappelle également que la composante psychologique d'un crime n'est jamais à sous-estimer. Ben Des non. procès peuvent parfois prendre un virage imprévu en raison de l'éclairage psychologique de la chose. Virage, double faute. Exactement. Et les séries de Kim Lizotte peuvent prendre un double faute, un virage double faute. Ah non! Oh, wow! Ah! Lors de son exposition d'ouverture, l'avocate de la couronne, Maître Landreville, qui était enceinte de 7 mois, révèle que Nancy Michaud est morte d'une balle à la tête. OK. Un technicien en scène de crime de la SQ va également révéler qu'après avoir trouvé une mare de sang dans le gazon du cimetière avoisinant la résidence de Nancy Michaud et des sillons tracés par les pneus d'une petite voiture, on estime que le corps de la victime a été traîné sur une distance d'environ 450 pieds. Le corps aurait ensuite été lancé du haut des marches vers le sous-sol de la maison abandonnée, où il sera finalement découvert par les enquêteurs de la SQ. What the hell? Non, je sais, je suis comme être déjà morte, c'est nécessaire de... Prends-la dans tes bras puis descends-la en bas de l'escalier. Puis elle était minuscule, Nancy Mais Michaud. qu'est-ce qui se passe? Au moment d'être découvert, le corps était recouvert d'une pile de draps, d'oreillers et de sacs de couchage, et la tête avait été couverte d'un sac de sport en nylon. Les chevilles du corps présentaient d'importantes ecchymoses, signalant que Nancy Michaud était ligotée au moment de son décès. En fouillant la résidence de Nancy Michaud, les enquêteurs de la SQ vont découvrir des impacts de projectiles dans son matelas et dans un mur de la chambre à coucher. Sur le lit des faits, d'énormes taches de sang étaient dissimulées sous 2 oreillers. Une boîte de chocolat en forme de cœur traînait par terre à côté du lit. En dessous du lit, une pile de mouchoirs ainsi qu'une cagoule noire ont été retrouvées par les enquêteurs.
Une empreinte digitale de Francis Prou a été relevée sur le cadre de la porte de la chambre à coucher de Nancy Michaud. Excusez, là, mais les piles de mouchoirs avec du sperme dedans? Pas spécifié. OK. J'ai pas fait plus de recherches. OK. Mais on peut penser que c'est possible. Probablement ça, OK. Des fragments de plomb ainsi qu'un sous-vêtement féminin traînaient au sous-sol. Du sang a été retrouvé sur le mur de l'escalier qui menait au sous-sol de la résidence ainsi que sur le tapis. Attends, dans la résidence de Nancy Michaud? Ouais. Ou dans la maison abandonnée? De Nancy Michaud. De Nancy Michaud? Oui. Mais fait qu'elle s'est fait tirer là, mais ses enfants l'ont pas entendu? Mais ce qui serait arrivé, c'est que... Mais je vais l'expliquer tantôt. Mais c'est qu'il aurait forcé Nancy Michaud à se lever, il l'aurait amenée au sous-sol, puis c'est là qu'elle serait décédée. OK. Pourquoi il y avait du sang dans le lit, d'abord? Il y avait déjà des coups de feu qui avaient été tirés dans la chambre. OK. Puis je pense qu'il l'a battue. Parce qu'elle avait beaucoup d'échymose puis de sang. C'est un miracle que les enfants se soient pas réveillés. Puis... C'est tant mieux pour eux. Oui, je trouve ça étrange, mais en même temps, je suis contente. Oui, parce qu'il était tellement... Ils auraient peut-être tué. Ça aurait pu vraiment mal virer. Surtout, ben c'est ça, le plus petit avait même pas 2 ans, mais je veux dire, l'autre, il en avait comme 5-6. Il marchait, là, il aurait pu marcher jusqu'à la chambre. Puis... S'il y a une chose que je suis contente de cette histoire-là, c'est que les enfants, ils sont jamais sortis de leur chambre. Parce que je pense que ça aurait déraillé pour le pire, cette histoire-là. Oui. Fait que c'est comme s'il y a Holy crap. une chose qu'on peut être grateful, c'est que justement les enfants se soient pas réveillés. On a aussi retrouvé du sang sur les portières et les sièges de la Suzuki Swift de Francis Prou, et ce, malgré le fait qu'il avait essayé de la nettoyer pour dissimuler les traces de son crime. Parmi les autres indices recueillis aux abords de la scène du crime, on note le fameux reçu-de-caisse pour les menottes et divers objets fétichistes qui provenaient d'une boutique érotique de Québec. Dans les articles de la presse, il y avait le nom de la boutique, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de cette publicité-là, alors je ne l'ai pas mis. On va se garder une petite gêne. De rien, boutique érotique de Québec qui demeurera à son nom. Yes. Ces objets ont été achetés quelques jours avant le meurtre de Nancy Michaud. Les menottes ont par ailleurs été retrouvées dans le sous-sol de la maison abandonnée avec le corps de Nancy Michaud. Ils avaient été dissimulés dans un filet de pêche parmi plusieurs objets jetés pêle-mêle sur le sol en terre battue. Parmi les objets, on va aussi retrouver le sac à main de Nancy Michaud. Ses cartes de débit et de crédit s'y trouvaient encore avec un papier sur lequel étaient griffonnés les nippes correspondant à chacune de ses cartes. Dans un vieux hangar, on va également retrouver un revolver de calibre 22, entreposé dans une mallette noire dans laquelle il y avait 300 balles et 4 douilles vides percutées. La couronne va ensuite s'intéresser au mode de vie de Francis Prou. En cours, on révèle que celui-ci vivait dans un minuscule appartement d'un ancien presbytère converti en maison de chambre à Rivière-Ouelle. Le 1,5 était très propre et tout y était rangé de manière méticuleuse. Dans le placard, le même espacement est laissé entre chaque cintre et n'y sont suspendus que des chandails noirs ou bleu marin. Dans le même placard, on retrouve une boîte contenant plus de 200 billets de loterie emballés individuellement dans des sacs Ziploc. Au sous-sol du presbytère, Prou bénéficiait d'un casier de rangement où il avait empilé des bacs de plastique contenant ses diverses collections, dont une collection composée de milliers de cartes de hockey. Un agent de la SQ vient ensuite témoigner sur les agissements de Prou au moment de passer un polygraphe au printemps 2008, dans les heures ayant suivi la disparition de Nancy Michaud. Celui-ci avait nié avoir quoi que ce soit à voir avec les événements de la veille et avait suggéré aux policiers que la femme de 37 ans pouvait avoir été enlevée pour des raisons politiques. Puis là, je cite Francis Prou. « Tout de suite, j'ai pensé à Béchard, un genre de kidnapping à cause du prix du gaz, » avait-il dit aux policiers. Prou croyait être soupçonné de l'enlèvement parce qu'il avait été appelé à comparaître dans une affaire de vol de 100 000 $ qui avait eu lieu dans la résidence de sa grande-tante. Pendant le polygraphe, Prou admet souffrir de dépression depuis environ 2 ans, avoir la santé fragile et ne voir que du néant quand il pense à son avenir. Il raconte aussi être au chômage et passer ses journées à surfer sur Internet jusqu'aux petites heures du matin en écoutant de la musique classique à la radio. Questionné sur ses relations avec Nancy Michaud, il affirme ne la connaître que de vue et dit que selon lui, quelqu'un aurait pu s'introduire chez elle pour la voler ou l'agresser. Je cite, « Il y en a qui sont trop malades mentales, c'est juste un trip. » En cours, on visionne ensuite l'interrogatoire de Francis Prou suite à son arrestation. D'abord, celui-ci fait l'étalage de toute la souffrance qu'il a vécue à l'école secondaire. Il raconte avoir été le souffre-douleur de ses camarades et avoir souvent eu envie de tuer ceux qui l'avaient écœuré par le passé.
Au sujet de son revolver de calibre 22 qu'il s'était procuré illégalement quelques années auparavant, Proulx affirme l'avoir conservé après s'en être servi pour tuer Michaud. « Je pensais pas me faire pogner, peut-être que j'en aurais clenché un suivant. J'aurais pogné le premier qui m'aurait écœuré. » Proulx nomme ensuite 2 individus en particulier. Je pensais pas me faire pogner. Dude, t'as même pas camouflé tes traces un petit peu, là. Puis vous êtes comme 1000 à Rivière-Ouelle. Qu'est-ce que c'est? C'était pas discret, là. OK, on arrive au psychiatre, là. Proulx va ensuite nommer 2 individus en particulier, dont un membre de la famille de Daniel Casgrain, le conjoint de Nancy Michaud, qui l'aurait écœuré pendant qu'il fréquentait la même école secondaire et qui l'aurait voulu tuer. Il n'avait pas de liste à proprement parler, mais des noms en tête. Il tient toutefois à préciser que le meurtre de Nancy Michaud n'a rien à voir avec l'intimidation qu'il a subie à l'école secondaire de Rivière-du-Loup, OK. ni avec la fonction qu'elle occupait au sein du cabinet du ministre Béchard. OK, c'est le fun. Pourquoi t'en parles d'abord? Bien que Proulx déclare que tous les politiciens ne sont qu'une bande de pourris, il reproche plutôt à Nancy Michaud de ne pas l'avoir salué dans la rue quand il l'a croisée. Pour lui, Michaud faisait partie de l'élite de Rivière-Ouelle et se pensait meilleur que les autres. Ça m'a donné froid dans le dos, cette citation. Oui, gros frisson, là. Quand on le questionne sur le meurtre de Nancy Michaud, Francis Proulx a du mal à expliquer son geste. Il raconte être entré chez Michaud pour y commettre un vol et jure qu'il n'avait aucunement l'intention de la tuer. Il ne s'agissait pas de son premier vol. Dans les mois précédents, Proulx avait déjà dévalisé 5 dépanneurs et un champ d'oignons. Le 15 mai 2008, Francis Proulx s'est rendu à pied chez Nancy Michaud et est entré par le sous-sol parce que la porte était déverrouillée. Nancy Michaud dormait à l'étage et s'est réveillée pendant que Francis Proulx montait l'escalier. Elle l'aurait alors supplié de ne pas s'en prendre à ses enfants qui dormaient dans la pièce à côté. Après lui avoir juré qu'il ne toucherait pas à ses enfants, Proulx aurait menotté les chevilles et les poignets de Michaud. Ensuite, il l'aurait forcé à lui donner les nippes des 2 cartes de débit qui se trouvaient dans son sac à main. Pour lui faire peur, il aurait tiré 2 coups de feu, sans toutefois l'atteindre. Après que Nancy lui ait fourni les nippes de ses cartes, Proulx l'aurait forcé à descendre avec lui au sous-sol de la maison. C'est là, selon ses dires, qu'il aurait accidentellement tué Nancy Michaud d'une balle à la tête. Dans la cave, je me suis accrochée dans le cadre de porte. Il y avait des bébelles partout. Bang! Je me suis sentie pas gros dans mes culottes. Atteinte à la tête, sa victime s'est effondrée sur le sol. Proulx aurait alors traîné le corps jusqu'au cimetière avoisinant pour ensuite le mettre dans sa voiture avant de finalement l'amener dans la maison abandonnée, qui est en fait une propriété d'une de ses tantes qui avait déménagé dans la région de l'Outaouais. Après avoir déposé le corps sur un lit, il serait parti retirer de l'argent. Il serait ensuite allé dans une station-service de la Pocatière, se procurer 19 billets de loterie instantanée, des gratteux, qu'il aurait gratté sur place lentement, minutieusement, à l'aide d'une cuillère, selon le témoignage du pompiste qui travaillait ce soir-là. Selon ce même témoin, Proulx avait l'habitude d'acheter pour 50 à 100 $ de gratteux par semaine. Le 17 mai, Francis Proulx serait finalement retourné dans la maison abandonnée pour dissimuler le corps au sous-sol. Le procès se poursuit et la couronne fait jouer le contenu d'une bande sonore capturée par un policier. Attends, le 17 mai. Une semaine après? C'est Un jour? Un jour? Ah, excuse-moi, je pensais que ça se passait le 8 mai. Non, c'était le soir du 15 mai. OK. Fait 15, 16, Ouais. 17. OK. Puis il se fait arrêter le 18. Le procès se poursuit et la couronne va faire jouer le contenu d'une bande sonore capturée par un policier qui s'était fait passer pour un co-détenu qui avait partagé la cellule de Proulx le soir de son arrestation. Puis le traumavertissement, c'est vraiment rough. Une enregistreuse dissimulée dans sa poche, le policier s'était fait passer pour un détenu qui venait d'être arrêté après avoir tué sa blonde. Pour gagner sa confiance et l'encourager à parler, le policier multipliait les commentaires misogynes, auxquels Proulx renchérissait avec un enthousiasme palpable. À peine 5 minutes après avoir fait la connaissance de son supposé co-détenu, Proulx se met à lui faire des confidences. Dans un long aparté ponctué de jurons, l'accusé déclare qu'après Nancy Michaud, il aurait aimé tuer le ministre Béchard lui-même. À sa liste de victimes potentielles, il ajoute aussi tous les juges, policiers, procureurs et déclare en vouloir aux riches et à tous ceux et celles qui l'ont niaisé à l'école. Le monologue de Proulx témoigne de la haine qu'il entretient à l'endroit des gens de Rivière-Ouelle, qui étaient responsables de son sentiment de marginalisation. Il raconte que s'il avait eu accès à des explosifs, il aurait fait exploser le village au complet.
C'est plate que j'aie pas pu faire sauter tout le village. Ils m'ont tellement fait chier toute mon enfance et toute mon adolescence. Je les ai fait chier à mon tour, manger tout de la marde. Se concentrant sur sa victime, Pro dit à son co-détenu qu'il lui reprochait de faire une belle vie avec son salaire d'attaché politique. Elle travaillait pour le ministre Béchard, pas de pitié pour ça. Une crise de bonne affaire, ça pétait plus haut que le trou. Au sujet du meurtre, il dit l'avoir tué d'une balle à la tête pour ne pas prendre de chance, contredisant le récit qu'il avait livré aux policiers de la SQ lors de son interrogatoire, quand il affirmait que Michaud était morte suite à un accident. Puis il ajoute « Je me suis promené dans tout le village avec son cadavre. J'ai pas de remords, la famille va m'en vouloir, on s'en calisse dessus. Il y avait juste à me respecter quand j'étais jeune, ça aurait pas viré de même. » Enchaînant les propos désobligeants à l'endroit de la famille de Nancy Michaud, Pro ricane et déclare avec une fierté non dissimulée « Tilou Casgrain va avoir de la peine. » Tilou, c'était le surnom que les habitants de Rivière-Ouelle avaient attribué à Daniel Casgrain. Pour la première fois depuis le début des procédures judiciaires, Daniel Casgrain va quitter la salle en entendant Prou se moquer de sa peine et de la mort de sa femme qu'il aimait. Comme s'il cherchait à prouver son absence de remords face aux gestes qu'il venait de commettre, Prou déclare à son co-détenu qu'il a hâte d'être transféré dans une prison fédérale et se vante d'avoir rendu Rivière-Ouelle célèbre. « Tu as le privilège de me voir en personne, le coucou en chair et en os. » Après son transfert au centre de détention de Rimouski, Prou révèle des nouveaux détails sordides sur le meurtre de Nancy Michaud à son co-détenu. Cette fois-ci, il s'agit d'un vrai détenu. Appelé par la couronne à témoigner en cours, il va raconter que Prou lui a admis qu'après avoir tué Nancy Michaud d'une balle à la tête, qu'il a eu un rapport sexuel avec sa dépouille. Son tout premier rapport sexuel avec une autre personne. Ce détail n'avait pas été révélé aux policiers pendant l'interrogatoire du 18 mai. Un voisin de Prou va aussi être appelé à témoigner pour la couronne. C'est lui qui avait vendu le revolver de calibre 22 à Francis Prou environ un mois avant le meurtre de Nancy Michaud, contredisant encore une fois le récit de Prou pendant son interrogatoire. Celui-ci avait dit aux policiers s'être procuré l'arme de façon illégale, mais il disait se l'être procuré plusieurs années auparavant alors qu'il était toujours aux études. Pendant son témoignage, le voisin exprime de lourds regrets face à son implication indirecte dans la mort de Michaud. Il avait hésité à vendre l'arme à Prou en raison de nombreuses rumeurs qui circulaient à son sujet, et il trouvait étrange que Prou semblait toujours avoir de l'argent à dépenser, même s'il avait perdu son emploi depuis plusieurs mois. Se décrivant comme un ancien militaire passionné d'armes à feu, il déclare avoir vendu l'arme à Prou après que celui-ci lui eut offert le triple du prix qu'il demandait, soit 800 $ payés en coupures de 20 $. Prou aurait aussi demandé à son voisin de lui procurer un silencieux, mais le voisin lui a offert de lui en fabriquer un à moindre coût. Il me semble que c'est un gros drapeau rouge. Je t'achète ton fusil, puis by the way, t'aurais-tu un silencieux? En tout cas. Vraiment, tu t'en vas pas faire de la chasse avec ça, là. Non. Quand les policiers l'avaient initialement questionné sur la vente de l'arme à feu, le voisin avait nié l'avoir vendue à Francis Prou. Oh, wow! Fuck you, monsieur. Il a dit qu'il n'était pas prêt à le dire aux policiers. Mais ça, c'est entrave, là. J'espère qu'il y a eu une amende salée. Il s'est fait enlever ses armes. Ben, c'est déjà bien. La police est retournée à son domicile et a saisi 5 carabines et 4 armes de poing qui n'étaient pas enregistrées. Oh, wow! Pourquoi t'avais tout ça? C'est quoi son esti de problème à ce monsieur-là? Comme, OK, t'es un ancien militaire, mais comme ça justifie pas tout, là. Ben non, mais je veux dire, en plus, ils sont dans un village de genre 4 personnes. Il connaissait Francis Prou, il connaissait sa réputation, puis il était comme, oui, ça doit être une bonne idée de vendre un gun puis faire un silencieux pour ce gars-là. Je peux pas croire qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur, là. Je comprends pas le train of thought, là. Ben voyons donc, il est autant responsable. Aucune accusation n'a été déposée contre Wow. le voisin, mais je vous laisse penser ce que vous pensez. Ben là, mais c'est complètement irresponsable. C'est vraiment irresponsable, puis ça veut dire qu'il y avait 10 armes non enregistrées chez lui avant que Francis Prou y en achète une. Oui. Puis 300 balles. 300 balles! Tu t'en vas pas à la chasse, à moins que tu sois vraiment mauvais pour viser, là. Mais je veux dire, tu t'en vas pas à la chasse avec un calibre 22 non plus. Non. Avec une arme de poing, c'est ça. Non, il y a des gens pour notre épisode sur le juge de Lille qui nous ont écrit comme non, c'est un calibre 22. Il y a des questions à poser dans un contexte comme ça. Voyons donc. Un calibre 22, en plus, c'est comme... Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous expliquer c'est un calibre 22, puis que tu vas faire des exercices de tir. Tu peux même pas t'arrêter au Tim Hortons acheter un café. Parce que c'est comme, tu vas
tirer à la place de tir, Mhm. puis après, tu ramènes le fusil à sa place, Mhm. puis après, tu iras faire tes commissions. Mhm. Partie 6. Ce qu'en disent les experts. OK. Le médecin ayant procédé à l'autopsie de Nancy Michaud est catégorique. La mort de la femme n'était pas un accident. Michaud aurait plutôt été exécuté à bout portant, le canon du revolver ayant presque touché la peau de la victime au moment du coup fatal. Mhm. Même si elle est incapable de déterminer le moment exact de la mort de Michaud, la pathologiste est catégorique. Le corps de la victime présentant de nombreuses ecchymoses et égratignures, celle-ci a été lourdement battue et frappée à de nombreuses reprises avant d'être finalement abattue par son assaillant. En contre-interrogatoire, la défense questionne la pathologiste avec une question super intelligente, à savoir s'il n'était pas possible que Michaud se soit fait ses bleus et coupures en tombant dans l'escalier du sous-sol sur les jouets de ses enfants. Pardon, qui a demandé ça? La défense? La défense. Oh! OK. Je répète encore une fois, oui, les criminalistes ont une raison d'exister, Oui. mais tabarnak. C'est un peu aberrant de poser une question de même, là. Oui, elle s'est fait ça en tombant sur un... Un bloc Lego. Il y avait trop de jouets Fisher-Price dans son sol. La pathologiste va balayer cette hypothèse du revers de la main en affirmant que les nombreuses lésions trouvées sur le corps de la victime ne peuvent être expliquées par une simple chute dans un escalier, peu importe le nombre de Legos qui traînaient là. Oui. La pathologiste va aussi ajouter que la victime était menottée aux poignets et aux chevilles et que des égratignures trouvées sur son dos, ses fesses et ses mollets témoignent que celle-ci a été traînée sur plusieurs mètres pendant qu'elle était encore vivante. Selon l'autopsie menée par la biologiste judiciaire, Nancy Michaud aurait été agressée à au moins 3 reprises après son décès. Du sperme a été retrouvé dans son corps et il correspond à celui de Francis Prou. Les experts informatiques de la SQ témoignent qu'après avoir analysé le contenu de l'ordinateur de Prou, ils peuvent affirmer que, la veille du meurtre de Nancy Michaud, Francis Prou avait visionné des vidéos pornographiques où on voyait des hommes cagoulés agresser des femmes ligotées. Oh, sacrément. D'autres photos de femmes menottées, bâillonnées et placées dans des positions sexuellement explicites ont également été retrouvées sauvegardées sur l'ordinateur de l'accusé. Grâce à ce témoignage, la couronne affirme que Prou se serait inspiré de ces vidéos au moment d'entrer par effraction chez Nancy Michaud. Quelques heures avant son arrestation, Francis Prou avait fait des recherches sur Internet sur la manière la plus efficace de disposer d'un cadavre sans alerter les autorités. Il s'est aussi intéressé aux portraits robots de criminels recherchés diffusés sur le site de la SQ et avait même téléchargé la vidéo de surveillance où on le voyait, cagoulé, retirer de l'argent à l'aide des cartes de débit de Nancy Michaud et Daniel Casgrain. Finalement, l'accusé avait également fait des recherches sur les dates des prochaines apparitions publiques du ministre Claude Béchard. Partie 7. L'accusé témoigne. Le 18 avril 2009, Francis Prou est appelé par la défense à témoigner. À la barre des témoins, celui-ci insiste sur le caractère spontané de ses escapades nocturnes quand il commet des vols dans les résidences privées de Rivière-Ouelle. Pour la première fois, il livre au jury son propre récit du soir du meurtre de Nancy Michaud. Francis Prou raconte que le soir du 15 mai 2008, il s'est introduit chez sa victime par la porte du sous-sol qui n'était pas verrouillée. C'est quand il a monté l'escalier pour se rendre aux chambres que Nancy Michaud aurait allumé la lumière et demandé ce qu'il voulait. Sans adresser la parole à Nancy Michaud, Prou aurait frotté son pouce contre l'intérieur de ses doigts pour signifier qu'il voulait de l'argent. Prou raconte que Michaud était nue dans son lit, qu'elle avait peur et tentait de se cacher avec ses couvertures. Toujours en silence, Prou aurait menotté les chevilles et les poignets de Michaud avant de prendre son sac à main et un papier sur lequel il lui a fait écrire les nippes de ses cartes. Ensuite, il aurait traîné la femme toujours menottée dans le sous-sol de la résidence. Une fois arrivé au sous-sol, Francis Prou ne savait plus quoi faire. Il hésitait à libérer Nancy Michaud, mais tenait à tout prix à récupérer ses menottes. Après avoir passé 5 à 10 minutes à tergiverser, à monter l'escalier du sous-sol pour quitter la demeure pour finalement retourner auprès de sa victime, il aurait constaté que celle-ci s'impatientait. Elle le suppliait de la libérer pour qu'elle puisse retourner auprès de ses enfants. Finalement, Prou, qui a soutenu être demeuré calme pendant toute la durée de l'altercation, est descendu une dernière fois, s'est tenu face à sa victime et l'a abattu. Après avoir péniblement traîné le cadavre à l'extérieur, dans un cimetière non loin de la résidence, Prou s'est ravisé et a décidé de l'emmener dans la maison abandonnée de sa tante, car il souhaitait avoir une relation sexuelle. Je n'avais jamais fait l'amour avec quelqu'un. Là, je m'excuse, tout le monde. Elle était morte,
Je ne la violais pas. Je ne pouvais pas lui faire mal. Toujours, il insiste qu'il était sous l'emprise d'une impulsion, qu'il était possédé du démon. Il admet toutefois qu'il retrouverait toujours son sang-froid après avoir commis un délit. Le 23 avril, on questionne Prou sur le revolver qu'il avait conservé après s'en être servi pour abattre Nancy Michaud. Selon ses dires, il aurait conservé l'arme car il comptait se suicider si jamais il était pris. Il n'a toutefois pas pu mettre son plan à l'œuvre parce qu'il n'est jamais retourné chez lui après son arrestation du 18 mai 2008. Appelé par son avocat à justifier le fait qu'il ait menti au moment de son interrogatoire sur les circonstances ayant entouré la mort de Nancy Michaud, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'un accident, il explique « J'étais pas capable d'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. J'essayais de trouver quelque chose pour pas passer pour un cave. » Il justifie ensuite la confession qu'il a faite aux policiers, qui se faisait passer pour un co-détenu comme de la vantardise, qu'il n'a seulement dit ce qu'il a dit parce qu'il voulait impressionner son compagnon de cellule. Le lendemain, toujours à la barre des témoins, Francis Prou insiste qu'il n'a jamais voulu tuer Nancy Michaud. La tuer, c'était pas une affaire que j'avais pensée, c'était pas ça que je voulais pantoute. S'il l'a tuée, c'est simplement parce qu'il cherchait à récupérer ses menottes. C'était les miennes, elles faisaient partie de mon équipement, s'est-il justifié. Quand il a convenu qu'il devait retourner auprès de sa victime, la détacher, récupérer ses menottes et quitter les lieux, il n'a cependant pas été capable de se contrôler quand il est arrivé face à elle. Ça s'est fait tout seul, répète l'accusé qui soutient ne pas être en mesure d'expliquer son geste, mais qui reconnaît avoir été conscient que ce n'était pas correct. Partie 8. Un psychologue sur lequel on peut se fier. Note. Appelé par la défense, le psychologue Louis Morissette Ah, cool, encore lui. en est convaincu. Si Francis Prou n'avait pas consommé de l'Effexor, il n'aurait pas tué Nancy Michaud. Pardon? Il s'est retrouvé devant un problème qu'il a résolu de façon catastrophique à cause de son manque de jugement induit par le médicament. Pardon? Le spécialiste de l'Institut Philippe Pinel de Montréal explique que l'Effexor peut provoquer de nouveaux comportements et causer une perte de jugement social et une désinhibition chez une minorité de patients. Parmi eux, les gens ayant une histoire chargée de maladies mentales graves dans la famille, comme c'était le cas pour Francis Prou, qui était atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, d'une dépression. Ainsi, selon Morissette, Prou savait ce qu'il faisait quand il commettait ses vols, savait que c'était mal, mais elle n'arrivait pas à apprécier les conséquences de ses gestes. Toujours selon le docteur Morissette, c'est un terrible hasard si Prou s'est retrouvé chez Nancy Michaud la nuit fatidique du 15 mai 2008. Non. Puis là, je m'excuse, c'est vraiment du understatement. C'est malheureux de dire que ce drame terrible est le fruit du hasard. Il n'avait pas l'intention de rencontrer quelqu'un. C'est d'une tristesse navrante que sa seule préoccupation ait ensuite été de récupérer ses menottes. Il a vu l'arbre, mais pas la forêt. Si tu qualifies la mort d'une des personnes que j'aime le plus au monde d'une tristesse navrante, au contraire, le docteur Jacques Talbot, aussi psychiatre travaillant à l'Institut Philippe Pinel et appelé à produire une contre-expertise pour la couronne, se dit frappé par l'indifférence amusée, affective et maladive de Prou. Selon le docteur Talbot, il est vrai que Prou souffrait du syndrome Gilles de la Tourette, de troubles de jugement et de désinhibition, mais il n'était pas prêt à attribuer le tout au médicament Effexor. L'expert en neuropsychologie Claude Rouillard est du même avis que Talbot. Il n'existe aucune information valable avec une base scientifique qui confirme le lien entre l'Effexor et la violence. En faisant des recherches, Rouillard n'est parvenu à trouver qu'une seule étude témoignant du comportement violent d'un patient possiblement attribuable à un antidépresseur, mais ce n'était pas l'Effexor et il n'avait aucune description du comportement violent. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, parce que c'est ça, c'est pas comme... Ah, il y a des comportements violents, ça le rend plus impulsif, là. Je veux dire, il l'a emmené dans le sous-sol, il est sorti de la maison, il est rentré, il est sorti, il est rentré, il est sorti, il est rentré. Il a tiré une balle dans la tête. Il l'a amené ailleurs. Il l'a agressé à plus d'une reprise quand elle était morte. Il y a des limites à blâmer les effets secondaires d'un médicament, là. Tu sais, c'est pas une affaire impulsive, t'as coup t'as des compulsions, des tocs ou whatever. Je comprends même pas pourquoi ils ont pas mentionné les tocs, là, parce que c'est une affaire de cintre. Puis, tu sais,
j'aurais bien plus compris une défense basée là-dessus, mais là, c'est beaucoup trop élaboré. Ça s'étire bien trop dans le temps pour que tu puisses dire « Ah oui, c'est juste parce que, ben, tout à coup, il y avait des comportements violents. » C'est d'une cruauté sans nom ce qu'il a fait. C'est pas juste un comportement violent. C'est pas puncher un trou dans un mur, là. C'est pas comme quelque chose qui a sauté dans ta tête, là. Elle a dû avoir tellement peur. Ça a duré longtemps, puis il est sorti, puis il est rentré, puis sûrement qu'elle se dit « Ok, à un moment donné, il va revenir, puis il va me détacher. » Puis à place, il l'a tiré dans la tête. Le témoignage du docteur Louis Morissette Oui. va mettre un important bâton dans les roues de la justice. En contre-interrogatoire mené par Maître Rondeau, l'associé de Maître Landreville, on va essayer d'attaquer la crédibilité du psychiatre et Rondeau va faire parvenir à admettre à Morissette qu'il avait menti. Ben voyons donc! Il avait affirmé sous serment qu'il avait écouté le CD du contre-interrogatoire de Francis Prou pendant la fin de semaine et le lundi matin. Le CD avait seulement été donné aux avocats le lundi soir. Morissette va se défendre en affirmant qu'il s'était tout simplement trompé de dossier, mais le juge va être forcé de suspendre le procès. Ce retournement de situation, c'est une vraie claque dans la face de Daniel Casgrain et de la famille de Nancy Michaud. Ben voyons donc. Je me suis trompée de dossier. Daniel Casgrain, pour la première fois, va briser son silence depuis le début des procédures. Sacrément. Je le cite. « Le juge pense toujours à cet imbécile-là, puis jamais à nous autres. » Ouais. Finalement, au grand soulagement de Casgrain, le juge Lévesque va rejeter la requête présentée par la défense pour faire avorter le procès. Donc, le procès reprend. Le procès se poursuit et on retrouve maintenant à la barre le psychiatre Sylvain Fauché qui va témoigner pour la cour. Lui aussi refuse la théorie de l'effexor comme responsable de la mort de Michaud. Le docteur Fauché affirme que Prou était responsable de ses gestes au moment de tuer Nancy Michaud. C'était sa manière à lui de l'emporter sur les autres, sur la société. Selon l'analyse que Fauché a faite de Prou, celui-ci s'était souvent retrouvé dans la position du perdant. Il avait perdu son emploi en 2007 et n'arrivait pas à en trouver un autre. Oh my God! Il avait déclaré faillite et se dirigeait vers le bien-être social. En passant, si vous êtes sur le bien-être social, aucun jugement. Ça explique rien pantoute, ça. Voyons donc, sacrament. Ça a réveillé chez lui la rancune, un sentiment d'injustice. Il est alors devenu omnubilé par son objectif de gagner, sans tenir compte des conséquences. Un sentiment d'injustice. Qu'est-ce qu'il y avait de juste dans ce qu'il a fait à Nancy Michaud? Sacrament. Absolument rien. Absolument rien. Il a tué Michaud parce qu'elle était aisée, parce que prendre possession de la vie de quelqu'un d'autre, c'est un pouvoir extrême. Ouais. Michaud, c'était la femme que Prou n'avait pas. Elle était populaire, riche, elle représentait le gouvernement, la chose envers laquelle Prou avait beaucoup de ressentiment. Partie 9, les plaidoiries. Le 20 mai 2009, après 25 jours d'audience, les avocats font entendre leur plaidoirie. Du côté de la défense, Maître Desjardins met l'accent sur les troubles de santé mentale de Francis Prou, combinés à la prise de l'antidépresseur Effexor qui aurait induit chez lui des changements de comportement inquiétants et paradoxaux. Pour la couronne, Maître Landreville fait valoir que Prou consommait toujours le même médicament, soit l'Effexor et la même dose au moment du procès, et qu'il était calme et capable de répondre aux questions. On souligne que le docteur Morissette n'a basé sa conclusion sur aucune étude scientifique, puisque aucune de celles-ci ne prouvait hors de tout doute que l'Effexor pouvait provoquer de tels comportements. Maître Landreville écorche également au passage la crédibilité du docteur Morissette, qui n'a pas assisté au procès et n'a pas consulté la preuve. Mais là, je m'excuse, mais s'il y avait un médicament, justement, que c'était prouvé que ça pouvait avoir un effet secondaire grave de même, il serait plus en circulation. Il y en a plein d'autres des alternatives pour des antidépresseurs. Il y en a beaucoup. Ça m'a mis vraiment mal à l'aise, justement, parce que je trouve que ça met comme... Tu sais, on se bat tellement pour défaire le tabou sur les questions de santé mentale, puis comme quand il y a des témoignages comme ça en cours, on vient de tout défaire le travail qui a été fait. Le psychiatre Louis Morissette se serait uniquement basé sur les 8 heures qu'il a passées avec l'accusé et a menti pour se donner de la valeur probante. Selon la couronne, l'accusé est plutôt un individu évitant, manipulateur et menteur. Un criminel qui a donné plusieurs versions de son crime, selon la personne à qui il se confiait. Posez-vous la question si Francis Prou n'a pas voulu vous déjouer, vous aussi, conclut la couronne. Après 2 jours seulement de délibération, le jury est prêt à livrer sa décision. Francis Prou est coupable
du meurtre prémédité de Nancy Michaud. Il est condamné à 25 ans de prison avant d'avoir la possibilité de faire une demande de libération conditionnelle. Je suis pas satisfaite, par exemple. Moi, je l'ai envoyé à Pinel. Je suis pas d'accord. Tu sais, je comprends que c'est prémédité, mais je pense qu'il y a des enjeux de santé mentale. Une grosse dissociation, puis Oui. possiblement un état psychotique, là, quelque part là-dedans, parce que je comprends pas comment tu peux être, comme, pleinement conscient, puis en contact avec, comme, la réalité, puis être capable de faire quelque chose comme ça, qui s'étire tellement dans le temps, puis d'avoir aucun remords, je pense pas. Non. Je t'aurais envoyé ça à Pinel. Partie 10. La résilience de Daniel Casgrain. À l'extérieur du tribunal, si Daniel Casgrain se dit satisfait du verdict de culpabilité de Francis Proulx, il affirme toutefois qu'il ne pourra pas tourner la page sur le geste de celui-ci. Ben non, je comprends. J'ai beaucoup de rage en moi. Je ne pourrai jamais leur pardonner, ajoute-t-il au sujet de Proulx et de sa famille. Lise Hudon, la mère de Proulx, avait tenté d'entrer en contact avec lui, mais il avait toujours refusé ses rapprochements. Au final, ce sont les membres de la congrégation de Hudon qui lui ont dit de ne plus tenter de s'immiscer dans la vie de la famille de la victime de son fils. Je vois pas pourquoi il en veut à la famille, là, à part le fait qu'il a l'air de se faire harceler par les Hudons, là. Mais comme ça n'a pas rapport avec sa famille, mais je comprends, là. Mais ouais. je comprends d'être enragé après l'univers. Ouais, 100%. Quand il t'arrive quelque chose d'aussi injuste. Ça n'a rien à voir avec les pauvres témoins de Jéhovah. Si Casgrain n'a accordé aucune entrevue tout au long des procédures, il ne lira qu'un seul communiqué aux médias une fois l'affaire conclue. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2008, ma vie a été anéantie par la main d'un seul homme. La femme de ma vie m'a été retirée de la pire façon qui soit. Jamais dans mes cauchemars, je n'aurais pu imaginer la perdre aussi cruellement. J'ai perdu ma femme, ma confidente, l'amour de ma vie, ma douce moitié, celle qui me comprenait, m'écoutait, celle que j'avais choisie, avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Je me demande tous les jours comment je vais y arriver sans elle, et cela à cause d'un seul homme. J'avais obtenu de la vie tout ce que je voulais. Nous étions une famille heureuse. Cet homme m'a dépossédé de mon bonheur, celui de mes enfants et de notre avenir. Nancy a donné sa vie pour sauver celle de nos enfants. Conclusion. Le 27 juin 2009, l'avocat de Francis Proulx, Mike Desjardins, va annoncer aux médias son intention de faire appel. Il demande à ce que son client soit déclaré non responsable pour cause de troubles mentaux, à défaut de quoi il réclame la tenue d'un nouveau procès. Non, mais je suis d'accord avec ce bout-là, mais comme... Dans sa requête, Maître Desjardins reproche au juge Lévesque d'avoir rejeté sa requête initiale de faire avorter le procès après que le psychiatre Louis Morissette ait admis avoir menti en cours. Je pense pas que ça a rapport avec ça, par exemple, Non. Maître Desjardins. OK. Une telle admission aurait mis le psychiatre dans une position défavorable face au jury. Ouais. Mais ne vous en faites pas, parce que le docteur Morissette devra presque faire face aux conséquences de ses gestes. Ah! En septembre 2009, Morissette est formellement accusé de parjure. Cool. Il sera toutefois acquitté en 2011 par le juge Carole Saint-Cyr. Dans son jugement, Saint-Cyr affirme que même si la fausseté sous serment a été démontrée, et ce, hors de tout doute raisonnable, le tribunal considère qu'il existe un doute raisonnable sur le caractère intentionnel du mensonge de la part de l'accusé. Cool. Oh. Il va-tu se faire radier de l'ordre des psychiatres après ça? Ne désespérez pas. Yeah! En 2022, Morissette est reconnu coupable d'avoir produit une expertise bidon dans une autre affaire et condamné à payer une amende de 10 000 $. Mais selon beaucoup, il aurait dû être radié. Mais oui, mais c'est pas assez. Je peux te dire, en fait, ce qui est arrivé. Là, Ouais, c'est vas-y. pas... Par rapport à ce que là, c'est que, tu sais, il est aussi psychiatre dans la vie. Ouais. Puis il y avait un conflit entre profs de psychologie à l'Université d'Ottawa. OK. Puis il y a un recteur qui a demandé de faire une expertise sur un des profs. Puis Louis Morissette, il a dit pas de problème. Et Louis Morissette a produit une expertise sur ce prof-là. Il a dit que c'était un homme super dangereux, volatile, qui présentait un danger pour ses collègues. Alors l'homme en question a perdu son emploi. Oui. Puis il perd son emploi, donc perd tous ses avantages, etc. Oui. Puis, c'était pas vrai? Mais l'homme le traînait en cours parce qu'il n'a jamais rencontré Louis Morissette. Comment tu produis une expertise psychiatrique sur une personne que tu ne connais pas? Fait qu'il a écrit un rapport ChatGPT. sur ChatGPT. Puis il a pris
Parce que c'est la seule solution. C'est une paye assez cossue, merci. Mm-hmm. Et à cause de lui, il y a quelqu'un qui a perdu sa job. Oh my God. Mais comme c'est pas satisfaisant, là. Non, J'attends que... qui se fasse radier. Oui, qu'il se fasse radier. Ça devrait s'en venir bientôt, là. Commence à faire pas mal de fautes professionnelles, là. Ça s'accumule. Puis Ben ouais. dans les articles que j'ai lus sur cette affaire-là, il y en a beaucoup qui disent que Louis Morissette, c'est pas exactement la personne la plus fiable. Bon, on fait pas de armchair C'est- psychology ici à un peu de crime, mais Non, mais on en fait, là. Louis Tantôt, je Mo- l'ai diagnostiqué avec des tocs, là. Louis Morissette, c'est lui aussi qui a témoigné. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans nos cas. Il a Ouais. aussi témoigné pour, dans ceux qu'on n'a pas fait encore, Carla Homolka puis Guy Turcotte. Oui. J'ai l'impression que son statut commence à lui monter à la tête. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a des... Il me semble qu'il y a des métiers où est-ce que tu peux pas vraiment... Devenir une célébrité. Non, parce que tu peux pas vraiment, comme, te permettre d'être pas fiable. Ça. Style, la médecine, c'est pas mal... Les ingénieurs, c'est pas mal intéressant si c'est fiable. Comment on construit des viaducs, mettons, pas que ça Ouais. s'effondre, hashtag viaduc de la Concorde. Voilà. Mais c'est ça, c'est pas comme, genre, t'es concierge, puis là, t'as oublié un coin quand tu passais le balai, là. Il y a C'est des vies qui conséquences dépendent de toi, vraiment là. graves. Mais surtout, je veux dire, il est psychiatre. Il est habilité à prescrire des médicaments à du monde. Puis lui-même Pour prescrivait fucker avec la l'Effexor. chimie de leur cerveau, là. Puis lui-même le prescrivait l'Effexor. Là. Oui. C'est bien trop de pouvoir à donner à ce monsieur-là, voyons donc. Puis c'est le chef à Pinel. Fait que Francis Prou, s'il se retrouve à Pinel, c'est lui qui est là. Cool. Le 17 juillet 2012, Ah, yes. la Cour d'appel du Québec refuse la demande d'appel de Francis Prou, Merci. qui décide de se tourner vers la Cour suprême. Le 14 mars 2013, la Cour suprême refuse d'entendre l'appel de Prou, qui a épuisé ses ressources et devra purger sa peine d'emprisonnement. Oui. Silver lining. OK. Le 14 juin 2009, on inaugure à Rivière-Ouelle un parc en l'honneur de Nancy Michaud. C'est le ministre Claude Béchard qui se rend sur place pour y prononcer un discours en l'honneur de son ancien attaché de presse. C'est un beau parc dont nous devons être fiers, même si nous n'aurions pas voulu qu'il porte ce nom-là tout de suite. Nancy me parlait toujours de son parc. Je me suis même demandé si elle ne travaillait pas pour moi, rien que pour avoir plus d'argent pour son parc. Je souhaite de tout mon cœur que ce parc demeure aussi beau, dynamique et accueillant, et représentatif de ce qu'elle était et ce que sera toujours Nancy Michaud pour de nombreuses générations. Daniel Casgrain prononce aussi quelques mots en souvenir de son épouse. Après cette année difficile, ce parc nous permettra à nous, sa famille, d'entrevoir un espoir de vie et une vision plus positive pour tous ses lendemains. Nous ne pourrons pas tourner la page, mais peut-être commencer une nouvelle vie. Le 20 mai 2018, soit 10 ans après le meurtre de son épouse, Daniel Casgrain accepte de se confier au Journal de Québec. Même si une décennie s'est écoulée, Casgrain affirme qu'il est loin d'avoir oublié la femme de sa vie. Je ne veux pas l'oublier. Le plus grand, c'est le visage de sa mère tout craché. Le plus jeune, il a son caractère. Depuis le meurtre de son épouse, il demeure toujours dans la même maison de Rivière-Ouelle et fait de son mieux pour s'occuper de ses 2 fils. Elle disait toujours, Nancy, il faut vivre comme si c'était la dernière journée. C'est ce que je fais maintenant. Je l'écoute. Il n'hésite pas à dire que ce sont ses fils qui lui ont permis de tenir le coup durant cette épreuve. Je ne serais pas sortie aussi fort si les enfants n'avaient pas été là. Et c'est comme ça que ça se termine. Non, j'aurais pas été capable de rester dans la même maison. Non, mais ça c'est ce que je vraiment- pense qu'il veut rester proche Ouais. de Nancy. Je trouve qu'il est vraiment fait fort, là. Il y a beaucoup de C'est résilience. Très impressionnant, ouais. Ah! Vous avez fait pleurer Catherine, là, Marie-Pierre puis Jason Jean-Philippe. Ok, mon affaire, c'est moins triste que ça. Le truc que je vais te conter la prochaine fois, même si ça ressemble pas. Pis c'est pas... Le monde va mort plus vite, mettons. Ouf, ok, ça m'a un petit peu décrissé. Je sais pas comment finir l'épisode, là. Bienvenue tout le monde. Comme Merci. je t'avais dit, Merci, bye. comme On va se toi coucher. puis moi, on a toujours tenu à créer un espace très ouvert où on peut discuter de santé mentale. Oui. Fait que Let's go, parlons-en. les gens qui nous écoutent, c'est mon cri du cœur. Ayez pas peur d'aller vers les antidépresseurs. Écoutez pas Louis Morissette. Mais non, Il voyons disait donc. de la chenoute. Voyons donc. Parce que comme... Il a fait écrire ses textes par ChatGPT, on le sait, là. Exactement, parce que comme...
Tu sais, moi, après avoir fait mon épuisement, j'ai recommencé à prendre mes antidépresseurs, puis l'autre jour, je me suis levée tôt un dimanche, il faisait beau. Je me suis fait à déjeuner, j'écoutais du petit jazz, puis j'étais carrément émue de voir à quel point j'allais bien. Mhm. Puis j'étais vraiment heureuse puis reconnaissante envers moi-même Mhm. d'avoir fait ces démarches-là. Oui. Puis je sais, des fois, les antidépresseurs, ça va prendre plusieurs essais. Oui. S'il vous plaît, n'hésitez pas à retourner auprès de votre spécialiste de la santé. Si jamais vous avez des effets secondaires indésirables qui se poursuivent pendant plusieurs semaines. Mhm. C'est normal qu'il y ait une période d'ajustement, mais s'il y a vraiment des gros effets secondaires, si vous avez de la misère à pas être sur le neutre, vous n'avez pas d'appétit, vous avez de la misère à dormir, n'hésitez pas à rappeler votre spécialiste de la santé. Mhm. C'est super important. Il y a un antidépresseur quelque part pour vous. C'est juste de déterminer lequel, puis à quel dosage. Mhm. C'est complexe, le cerveau, mais il y a une manière de s'occuper de vous. Oui. Vous n'êtes pas irrécupérable. Ben non. Vous allez aller bien. Oui. Puis votre maladie mentale, comme qu'on dit, c'est pas de votre faute, mais c'est notre responsabilité. Puis on peut aller mieux. Oui. Puis les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont pas dangereux. Ben non, voyons donc. Ça me fait peur, là. Ça me fait peur quand ils utilisent des défenses comme ça. Parce que je veux dire, même l'affaire de personnalité limite, que je veux dire, c'est Louis Morissette qui a dit ça, on sait pas si c'est vrai, là, mais je veux dire, c'est pas parce que t'as une personnalité limite que t'es une personne dangereuse ou que t'as le potentiel de comme tuer du monde puis les agresser quand ils sont morts. Voyons donc. Non, absolument pas. C'est quoi cette espèce de, justement, de armchair psychiatry à 2 scènes, là? C'est ça? Non, puis Non. si vous nous écoutez, vous avez des problèmes de santé mentale, vous êtes valide, vous avez votre place sur Terre, vous avez le droit d'aller chercher de l'aide, peu importe les problèmes de santé mentale que vous avez. Ben oui. Vous y avez droit à cette aide-là, allez la chercher, on vous encourage. Oui. Vous n'êtes pas dangereux, vous n'êtes pas dangereuse. Vous savez juste, ça nous arrive tous toutes d'avoir besoin d'aide. Oui. Puis il n'y a pas de honte. C'est ça. Non, il y a pas de honte, puis vous êtes pas bizarre ou brisé ou anormaux, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien de la misère aussi à demander de l'aide parce qu'ils pensent que c'est des affaires qui sont pas prises au sérieux. Il y en a des médecins qui prennent ça au sérieux, puis je veux dire que vous alliez au public ou au privé, ou tu sais, vous allez à l'hôpital puis vous dites je suis plus capable, j'ai besoin d'aide maintenant, puis ils vont vous donner de l'aide maintenant. C'est pas, ça prend pas des millions d'années non plus. Le monde sont réceptifs, là, les professionnels de la santé, là, quand il y a des urgences comme ça, ils savent puis ils sont capables de les gérer. Fait que vous pouvez être bien entouré, puis je sais que les gens justement ils apprécient beaucoup qu'on prenne le temps de parler de ça. Puis si vous avez besoin de parler puis que vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous écrire. Je pensais le faire dans le prochain épisode, mais là, je vais le faire maintenant. Mais c'est ça, je vais pas nommer la personne, mais il y a une auditrice qui nous a écrit en mars pour me dire qu'elle avait beaucoup de difficultés avec sa santé mentale, parce qu'elle a une situation assez particulière, elle est monoparentale avec son enfant qui a aussi des problèmes. Puis elle me demandait, tu sais, comment c'était quand j'étais à l'hôpital. Puis je lui ai parlé de ça, puis finalement, cette auditrice-là, elle a décidé que c'était la meilleure chose à faire pour elle. Puis elle m'a donné des nouvelles il y a quelques semaines pour me dire que ça allait mieux. Je suis vraiment très, très contente, puis je te salue, puis je préfère pas te nommer. Mais c'est ça, si tu nous écoutes encore, j'espère que ça continue à aller mieux, puis je te remercie beaucoup de nous avoir fait confiance, puis de nous avoir écrit par rapport à ça, puis c'est précieux là, si on peut vous faire sentir un peu moins seul là-dedans. Là. Vous êtes nombreuses des fois à nous écrire que ça vous aide de nous écouter. Des fois, vous passez de mauvaises journées, mais sachez, on se connaît peut-être pas personnellement, mais vous êtes tous et toutes importantes pour nous. Mais c'est pour vous autres qu'on fait ça. Là. Comme... Contrairement à les personnes qui nous écrivent de la merde, c'est pas pour vous autres qu'on fait ça. Si vous vous sentez concerné parce que vous nous avez écrit de la merde, sachez que c'est pas pour vous autres qu'on continue à faire le podcast. Non. Puis c'est ça que je voulais dire, de pas écouter ça, parce que parfaitement consciente que la recherche du bon antidépresseur, elle peut être difficile. J'en ai essayé qui m'ont comme rendu profondément malade. Ouais, moi aussi. Mais
Il s'agit de juste garder confiance. Oui. Ça va aller mieux. Oui. Puis il y a des suivis serrés aussi quand d'habitude là, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Si vous êtes laissé à vous-même, sérieusement, là, on n'a jamais dit ça auparavant, là, mais si vous allez voir un médecin, n'importe quel médecin, votre médecin de famille, whatever, puis qui vous donne quelque chose, puis qui assure pas de suivi, ne serait-ce que suivi téléphonique, là, faites une plainte. Faites une plainte, parce que c'est pas acceptable, c'est pas correct. Ils sont tenus de faire un suivi, ne serait-ce qu'au bout d'une semaine ou deux, parce que ça peut prendre des semaines avant que ça fonctionne. Mais d'habitude, on va le dire, là, les effets secondaires, c'est 5 à 6 jours. Si ça dure plus qu'une semaine, puis qu'il y a encore des effets secondaires, c'est parce que ton corps réagit pas bien à la molécule que tu prends. Faut que tu changes de molécule. C'est pour ça que les médecins devraient toujours vérifier, au bout de ne serait-ce que 10 jours, 14 jours, il y a des façons de le savoir assez rapidement si ça fonctionne ou non. Puis après ça, c'est juste une question de laisser à ton corps le temps de s'habituer, puis justement de bien réagir. Mais si vous êtes justement laissé à vous-même là-dedans, puis que votre médecin il dit « Ah, ben, on va voir, on s'en reparle dans 2 mois, whatever. » Non, faites une plainte. Ou c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Oui. Puis, faudrait aussi dire... juste une petite affaire. J'ai le goût de faire un petit rant. Je t'écoute. Sur la psychologie positive. Je t'écoute. C'est pas parce que tu te dis que t'es de bonne humeur que tu vas être de bonne humeur. Puis souvent, c'est difficile de se confier par rapport à des trucs de santé mentale parce que le monde sont comme « Hey, t'as-tu essayé d'aller prendre une marche puis d'aller mieux? » Yoga, de boire de l'eau au cocon. Voilà, c'est ça. T'as-tu essayé de manger plus de légumes, voir si t'es plus de bonne humeur? T'as-tu essayé de dormir la nuit? Il y a plein d'affaires qu'on peut faire, mais des fois, là, ça échappe totalement à notre contrôle. Il y a certaines petites choses sur lesquelles on a un impact, là, puis qu'on est capable de contrôler. Là. Oui, c'est bon d'avoir une bonne hygiène de vie, là, mais tu peux avoir la meilleure hygiène de vie au monde, puis ça t'empêchera pas d'avoir des débalancements au niveau de la chimie de ton cerveau. C'est la chimie de ton cerveau. C'est ça. C'est pas juste une question de volonté. C'est pas une question de t'as-tu été prendre une marche. Non. C'est ça, on voulait prendre un moment pour s'assurer que cet épisode-là ne vous décourage pas. Ben non. Puis vous rappeler que si vous vous blessez, si vous vous cassez une jambe, vous allez à l'hôpital, ben oui. Si votre cerveau il est cassé, ben écoute, allez à l'hôpital. Si tu te casses une jambe, tu vas à l'hôpital, puis le médecin te dit « T'as-tu essayé d'avoir moins mal? Peut-être que ta jambe va s'arranger tout seul. » Essaye donc de mettre du poids dessus. Là. Oui, c'est ça. Fais donc du yoga. Là. Garde, mais je veux dire, c'est juste un os cassé. Là. Faites juste comme essayer de focus sur le positif, OK? Focus sur ton autre jambe qui est pas cassée. Oui, c'est correct, elle va finir par s'arranger. Ben voyons donc, tu y rirais d'en face au médecin. Mais c'est la même affaire. Fait qu'on vous invite à rire d'en face aux gens qui minimisent les problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété. C'est des vraies affaires, c'est... Fuck you! Je me retenais de le dire, mais là, ça m'a échappé. Puis, je veux dire, c'est difficile, l'intimidation à l'école, on va se dire, mais c'est pas une excuse pour... Tu sais, il y a du monde qui se font intimider à l'école puis qui deviennent Woody Allen puis qui écrivent des films. Non, Woody Allen, c'est pas un bon exemple, je veux dire, c'est un pédophile. OK, il y a du monde qui se font intimider à l'école puis qui finissent par comme créer des affaires incroyables, puis il y a du monde qui se font intimider à l'école puis qui deviennent Adolf Hitler, là. Fait que... Il y a du monde qui se font intimider... c'est pas une explication, là. Il y a du monde qui se font intimider à l'école puis qui partent un podcast appelé Un peu de crime dans ton café. Ouais. Yeah! Yeah! Je me suis fait intimider à l'école! Yeah! Moi aussi. C'est correct. Parce que j'avais des gros sourcils. Parce que j'avais des grosses cuisses. Get a life. If only they knew. Ah. Peut-être que tous les petits gars qui riaient de mes grosses cuisses, dans le fond, secrètement, ça leur tentait de se faire étouffer par mes grosses cuisses. Ouais. Voilà. Mais non, c'est ça, fait que c'est pas une raison, là. Puis les filles qui riaient de mes sourcils, maintenant, ils se dessinent des gros sourcils sur Exactement. Ils se font tatouer en maquillage permanent. Mais non, c'est ça. Je veux dire, l'intimidation, c'est pas une raison pour intimider le monde. Là. Non. Je veux dire, ça crée juste un cercle de violence. Le monde, ça aveugle, là, hashtag Gandhi. C'est-tu Gandhi qui a dit ça? Il me semble qu'il y a tout le temps ça dans les decals dans les... C'est comme des classes de primaire, là. Il rendra le monde aveugle. Dans la section des hashtag Wall Art winners. Oui, c'est ça. Probablement Brian Mulroney qui a dit ça, c'est misattributed quotes. Non, OK, fait que bon. C'est pas très glamour. Brian Mulroney? Brian Mulroney. J'essayais de faire une référence random. Je passais l'autre jour à côté du bureau d'une de mes collègues pour finir avec des jokes, tu sais. On essaie de surmonter le moral à la fin. Ouais, puis il y avait comme un poster de motivation avec une belle quote de Mère Teresa, là. Puis je me suis dit que j'étais vraiment proche d'imprimer le faux poster de motivation avec la phrase du NRA attribuée à Margaret Thatcher, là. Ouais, avec, tu sais, we only need to be lucky once, you need to be lucky every time, là. Je pense que je vais me faire imprimer ça, mais ça, c'est ma porte de bureau, voir s'il y a quelqu'un qui pogne la joke. Ça ou mon poster de Paul Rose que j'ai mis sur le Discord. Yeah.
C'est même pas un poster de Paul Rose, ça, j'ai juste fait la joke de la phrase des Spice Girls avec Paul Rose qui disait ça. Ça serait comme, je pense que je vais faire un poster de ça, puis l'imprimer, puis le mettre sur ma porte de bureau. Personne peut m'arrêter, c'est la fin de la session. Et voilà. Alors, You can stop me. si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à nous recommander sur Facebook, sur Spotify. Donnez-nous 5 belles étoiles sur Apple Podcasts. 5 belles étoiles. On va le demander maintenant. Oui. Rien de moins. C'est ce qu'on mérite. On vous demande de ne Yes, pas nous oui. intimider, s'il vous plaît. Ben, ça, comme ça pourrait être bien. Je pensais pas qu'on allait le mentionner, mais comme on en fait des jokes détournés, Ouais. là, je veux dire, c'est pas chill, là. Non, quand on se fait dire qu'on parle comme des bébés, ça s'appelle pas Des critiques c'est constructives. pas des critiques constructives, c'est de l'intimidation. Oui, c'est ça. Je comprends que peut-être ça va pas tomber dans votre tasse de thé, là, ce qu'on fait, mais je veux dire, les gens ont pas l'air d'avoir conscience que comme on a accès à ce À qui ces s'écrit en... commentaires-là. Oui, on voit ce qui s'écrit en ligne, puis je veux dire, quand c'est pas j'aime pas votre podcast, mais que ça tombe dans les attaques personnelles, comme vous manquez de culture, vous êtes tweet, vous parlez mal, ben je veux dire, gardez-vous une petite gêne, là. Est-ce que vous nous le diriez si vous En étiez, pleine face? assis présentement à la table avec nous? Je pense pas. Est-ce que ça va améliorer votre journée? Non. Est-ce que votre journée s'est déjà améliorée en disant à quelqu'un tes cheveux sont laids puis tu pues de la gueule? Ben, si oui, je veux dire... Si oui, demandez-vous pas pourquoi vous avez pas d'amis. Ouais, non, mais c'est ça. Sérieusement, je veux dire, on fait un appel à la civilité, là, je veux dire, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, puis les commentaires sur Apple Podcast et tout, là, je veux dire... gardez-vous une petite gêne, là. Insulter du monde juste parce que vous aimez pas le contenu qu'ils produisent. Contenu gratuit. Ouais, que vous êtes pas obligé d'écouter non plus, tu sais. Gardez-vous une petite gêne. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, on vous invite à justement nous donner des bonnes évaluations. Comme ça, peut-être que ça va les noyer là, dans des critiques positives. Là. Ça va Kill them with kindness. ça va les noyer avec de la gentillesse et de la douceur, ces commentaires-là. Puis nous autres, ça va nous montrer que vous aimez ce qu'on fait. Fait que on a besoin des fois d'être rassurés. Avoir un petit baume. Un petit baume, oui. Ça fait toujours du bien. Fait que vous pouvez nous suivre sur Facebook, @ un peu de crime, sur Instagram, @ un peu de crime dans ton café. On a aussi une adresse courriel, unpeudecrime@gmail.com, si vous voulez nous écrire. Sinon, par message direct sur Facebook ou sur Instagram, on répond relativement vite. Si vous voulez nous recommander des cas ou des cafés, vous pouvez aussi le faire. On est toujours ouverte aux suggestions. Justement, cette suggestion-là qui m'a fait brailler ma vie. Oui. Fait que je suis sûre qu'on va prendre des suggestions. Non, c'est... bon. Ah, c'est correct. Je pense que je vais aller prendre un autre café. Là. Je serais dû pour un bain là, ou retourner au spa. Ou je sais pas quoi. Attends, je vais pogner le chat. Fait que c'est ça. Vous pouvez nous suivre. Merci d'être là pour ceux qui sont là. Merci à notre belle communauté. Merci à nos patrons aussi. On est sur Patreon. Un peu de crime. On est aussi une boutique Etsy si vous voulez acheter de la belle marchandise puis justement vous réapproprier Le mot woke. le mot woke et l'insulte bébé lala. Ça nous fait plaisir Yes. d'être qualifié de bébé lala woke. Écoute, ça veut dire qu'on est sensible aux injustices qui se passent dans le monde. Si bol, je vois pas en quoi que c'est une insulte, là, mais voilà. Mais je tiens à dire, pour aller chez moi, il faut que je passe en dessous d'un pont. Ouais. Puis en dessous d'un pont, il y avait un gros graffiti. Ça disait « Fuck you, woke ». Ouais. Puis je me disais « Ah! Je savais pas que Mathieu Bocoté habitait en dessous d'un pont. » Oh boy! Fait que c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Fait qu'on va Alors, conclure si ça vous aimeriez avec, devenir un excusez, il nous Patreon. reste plein d'affaires. Catherine, comment je m'en vais? Hey, je suis plus capable. Ben, je veux juste que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Correct. Sérieusement, on est sur Patreon. Il y a divers tiers. Vous pouvez avoir accès à plein de belles patentes à gosses et du contenu exclusif. Oh yeah, yeah, yeah. Pour un petit 3$ par mois, c'est le tiers, le petit expresso. Expresso, si bol! Tous les Italiens du monde vont venir me Clench my gifler. pearls. Oh mon Dieu, le petit espresso. Alors, pour 3$ par mois, vous avez un shout-out en ondes. C'est plus un soutien symbolique. Là. Nous autres, ça nous... Mais c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. C'est grâce à vous qu'on peut prendre un café ensemble. Oui! Puis je oui. pense que ça va être grâce à vous qu'on va aller au spa, moi puis Catherine. Si bol, on va le mériter. Fait que pour 5$ par mois, vous pouvez avoir accès au bon vieux café filtre, ce qui Yes, vous donne sir. un shout-out en ondes et aussi accès à notre communauté Discord, qui est comme possiblement la plus belle communauté Discord de toutes les communautés Discord, que moi j'en connais juste comme une autre, mais je pense que la nôtre c'est probablement la meilleure de tous les temps. Pour vrai, vous pouvez venir, là, et c'est l'équivalent d'une petite couverture un jour de pluie. Oui, on jase de films, on jase de BD, on jase de jeux vidéo, on se montre des photos de chats, on se montre des photos de nos enfants,
On s'envoie des recommandations de musique. On s'envoie des recommandations de podcast. On rit de Tucker Carlson. On se compte nos journées. On se compte nos journées. Hey, non, on a du fun. Pour 10$ par mois, excusez-moi, là, je suis plus capable, j'ai plus de concentration. Le Fancy Flat White, 10$ par mois. Vous avez accès à toutes ces choses-là, plus accès à nos épisodes une journée à l'avance et du contenu bonus 4 fois par année à toutes les saisons. Au lieu de renouveler notre garde-robe, nous autres, on vous offre un épisode. L'épisode s'en vient. Il va peut-être déjà être sorti quand ça va sortir. C'est des épisodes thématiques qui contiennent 2 cas chaque, plus les 2 minutes du petit médecin fendant Lou Béga. Wow. C'est comme vraiment extra. On a 2 épisodes, puis là, on va en avoir un 3e qui va être sorti au moment de... C'est parce qu'on est dans le futur. On est dans le passé, Back to the Future. Fait qu'on est dans la DeLorean. L'épisode 1 parlait des voleurs. Oui. L'épisode 2, on parlait des émeutes. Et l'épisode 3, c'est les hackers. Les hackers des années 90, comme dans Jurassic Park, quand tu glisses le curseur lentement sur des fichiers pour débarrer ou barrer les portes de Jurassic Park pour empêcher les vélociraptors de manger ton petit frère Timmy. Wow! Alors, pour 15$ par mois, vous avez accès à toutes ces affaires-là. Plus un paquet de 3 autocollants designés par nous autres. Non, juste par Audrey, moi je fais pas ça. Plus 10% de rabais à Vitam Aeternam sur notre boutique Etsy. Puis là, on a fait notre première vente en Europe cette semaine. Merci! On espère que tu vas être super fashion dans les rues de l'Europe. Avec un sweatshirt pour soutenir Henry Morgenthaler. Vive les droits à l'avortement. C'est génial. Donc, sur notre boutique Etsy, si vous êtes aux États-Unis, on vous encourage à l'acheter en bulk, ce chandail-là. C'est le temps, là. C'est vraiment le temps. Mais comme portez-les dans votre maison pour pas genre vous faire tabasser par du monde pro-vie ou plutôt hashtag des gens anti-choix. Merci. Mais donc, c'est ça. Sur notre boutique Etsy, on a plein de patentes à gosse. Et on a rajouté plein de couleurs. Des tasses. On a des t-shirts en coton normal. C'est des Gildan. C'est canadien, Gildan. C'est encore plus de fun. On a des t-shirts ultra doux qui sont aussi en coton. C'est des Bella and Canvas. Moi, j'aime ça, les Bella and Canvas. C'est une maudite bonne marque. On a des sweatshirts. On a des tucs brodés. Yes. Puis c'est à peu près ça, là. Exactement. Moi, je suis en train d'explorer périodiquement, là, parce qu'on fonctionne avec un fournisseur. Fait que là, j'explore leurs marchandises, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui serait beau pour nos fans. Sur le Discord, vous nous faites des suggestions et n'hésitez pas. Ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que vous voulez. Comme là, on a rajouté des couleurs, vous avez l'air d'aimer ça. Oui, c'est vrai, parce que c'est ça, nous autres, au début, on faisait juste du blanc puis du noir, là. Puis là, finalement, on a réalisé que nos t-shirts doux comme moi. de Bella and Canvas, là, ils sont disponibles dans comme, je pense que c'est 12 teintes foncées. Fait qu'on, tu sais, du Bourgogne, vert forêt avec les designs pâles dessus, puis comme 14 teintes pâles de tout, là, allant genre du clémentine au bleu ciel, vert menthe, lilas. C'est incroyable. C'est de la super belle qualité, c'est des beaux designs, c'est fait au Canada, c'est merveilleux. On est contente, on vous invite à aller sur notre boutique Etsy. Et si vous prenez le tiers le plus haut, s'il vous plaît, oubliez pas de mettre votre adresse sur le site Patreon. Je vous jure qu'il y a juste moi puis Catherine qui peut l'avoir. C'est que là, je me sens mal parce qu'il y a des gens qui ont pris le tiers 15$ et qui n'ont pas mis leur adresse. Oui, puis là, on peut pas leur envoyer nos stickers. Fait que j'ai des enveloppes avec vos noms qui vous attendent. Yeah! Mais là, entre-temps, on va vous faire les shout-outs de nos nouveaux Patreons. Oui, absolument. Vas-y fort. Commence. Alors, je l'ai. Merci Noémie Drapeau. Célia Ruel. Merci Marion. Marie-Ève Dratschmidt. Yes! Merci Marianne Lemay. Merci David Couture. Merci tout le monde. J'ai failli dire merci Catherine Côté à cause de ton curseur. Merci Catherine Côté, c'est incroyable. Merci comme renard anonyme ou je sais pas quoi. Moi, ça affiche pas t'es qui. Merci, utilisateur anonyme. De rien. Ah, super. Bon, alors, maintenant, je vais arrêter de parler vu que je suis obviously bien trop fatiguée. Là. Je suis plus capable. Je suis drainée émotivement. Je vais t'écouter me raconter une belle histoire de Stat. Alors, merci à tous et toutes d'avoir été des nôtres. Si vous n'aimez pas Stat, c'est bien correct. C'est des choses qui arrivent. C'est quoi votre problème? Vous aimez pas la vie? Vous regardez Indéfendable. C'est ça, hein? C'est ça, hein? On vous a saisi. Ah oui, non. Peut-être que vous aimez avoir du plaisir dans la vie. C'est correct. Vous avez le droit. Et pour les autres qui en veulent encore, nous allons maintenant tomber dans les 2 minutes de Stat! Docteur Catherine! Oui! My God, OK, je vais en tenir un autre matinée. J'ai besoin de m'énergiser. Je vais manger dans le plat à popcorn avec de l'hépatite dedans, là.
J'ai toute une histoire à te conter, Docteur Catherine. OK, conte-moi ça. Là, c'est l'histoire d'un monsieur qu'on a retrouvé dans un étang. Mon Dieu, il faisait là. Il voulait se suicider, Oh non! mais il a manqué bouton? son coup. Ah. Il voulait pas se suicider un bouton comme dans Rocky Balboa. Je m'en vais me suicider un bouton. Je me rappelle que c'était Bruno qui disait ça. Ouais. Fait que là, le monsieur, on apprend qu'il voulait se suicider, mais qu'il a manqué son coup. Fait que là, il est bien de mauvaise humeur de s'être fait sauver par les docteurs de Saint-Vincent, tu sais, parce que lui, il was on his way out. Il voulait partir du party, il est pas content d'être resté, tu sais. Puis le monsieur, finalement, les experts de la santé regrettent quasiment de l'avoir sauté parce que, comment dire ça gentiment? De l'avoir sauvé. C'est un vieux de Chris Ah! qui... Il a un diagnostic de vieux chrismisme. Et voilà. Et il ne peut pas s'empêcher de voir une femme sans lui faire un commentaire fucking désobligeant. Ah, moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Ah oui. Toutes les fois que je vois une femme, je suis comme, maudit que t'es belle avec tes beaux cheveux. Ah! Je te dis, je suis pas capable de me retenir. Ah, c'est fou. C'est parce que je prends les antidépresseurs dont parlait Ah oui. le docteur Morissette Je te dis. tantôt. C'est ça qui fait que toutes les fois que je vois une belle femme, j'écris « Hey, Bobby, viens-t'en dans mon char! » Baba, you can drive my C'est car. Oui. Bip, 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 yeah! Yeah! Puis même parfois des commentaires un peu racistes quand il voit des femmes Ces racisées. bitons, c'était comme ça. Tabarnouche! Oh, ça aurait été creepy! OK. Paul McCartney, Yeah! il avait pris... Bip, 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 yeah! Paul McCartney avait pris de la bière au Oh! lieu du pot. Oh! Bip, 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 yeah! Mais voilà, c'est smooth, Paul McCartney. Tabarnouche! OK, oui. Fait que, commentaire super misogyne, les infirmières veulent plus y toucher sans avoir une pôle de 10 pieds. Oui, oui. Mais là, éventuellement, Patrick Labbé s'intéresse à son cas. Puis comme, C'est un psychiatre! c'est un psychiatre, fait qu'il porte toujours sa robe blanche. J'ai fait ce que Guillaume m'a dit de pas faire, taper la table. Alors, Il tape toujours sa table, ce que Guillaume m'a dit de pas faire. ouais. Guillaume arrive dans ce stade, puis il est comme, hey! Fait que là, Oui, Patrick Labbé, oui. éventuellement, le monsieur, il dit comme, je vais t'avouer quelque chose. J'ai jamais avoué ça à personne. Ouais. Tu sais, Patrick Labbé est comme, oh, attends, je vais mettre mes lunettes. Et texter Suzanne Clément. Puis le monsieur, il avoue que il est un tueur en série. Non! On apprend qu'il tuait les hommes qui étaient avec les femmes qu'il désirait. Et que là, il voulait se suicider parce qu'il se sentait trop coupable. En tout cas, tu sais, c'est vraiment poche à dire, mais je suis contente que pour une fois, c'est pas juste tuer les femmes qui aimaient Ouais. parce qu'ils voulaient pas être avec. que C'est un peu différent. Oui, on peut j'étais avoir- comme, progressiste tueur en C'est série. rafraîchissant! Il est féministe. Ah, mon Dieu, mais c'est incroyable! Je suis pas pour les droits de les femmes! C'est génial. OK, ouais, il tuait du monde. Oui, oui, parfait. grâce à lui, elles pouvaient redevenir des femmes indépendantes Il les a libérées de leur mari. Ah, Non, ok. malgré elles. Ce sont des blagues, ce sont des blagues. Ouais, non, c'est pas ça qu'il a fait. Puis là, Patrick Labbé. C'était juste un sale tueur, comme dans Histoire de jouer. Ouais. Et là, Patrick Labbé, au lieu de lier dans le cours du voisin, Oui. comme dans l'histoire de jouer, il décide, Oh non, suicide! il décide qu'il veut l'étudier. Comme Ok. si c'était un petit rat de laboratoire. Alors, il demande à, une fourmi. à Delphine, sa blonde, qui doit partager avec un autre gars plus jeune. Avec Pierre-Luc Funk? Ouais. Ouais. Ben, pas dans ce Non, stade. c'est une joke de la Une joke. vraie vie! Excusez. Fait que là, il demande de venir la voir. Pierre-Luc De- Funk, si tu nous écoutes, je viens d'écouter Plan B, série 4. Je t'aime. De manière platonique. Fait que Patrick Labbé, il demande à Delphine de venir le voir pendant qu'il parle avec le monsieur. Oui. Puis la Delphine, elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle est Oui. comme, allô, oui, OK, merci, bye, je m'en vais. Puis le monsieur est comme bip, 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 bip. Yeah! Puis le monsieur est comme, bip, bip, yeah, madame. Puis là, Patrick Labbé est comme, oui, c'est ma blonde, je l'aime d'amour. On s'est rencontrés ici en travaillant et ses cheveux sentent le ciel. Et nous avons seulement 20 ans de différence. Ce n'est pas du tout creepy. Son père trouve pas ça creepy du tout, Ah! que j'ai l'âge de ses compagnons de golf. J'allais te faire une blague ben trop dégueu. Je vais la faire quand même. Elle aime beaucoup ma vieille graine. Voyons donc. Fait que là, le Il y a monsieur... jamais personne qui a un dress le fait qu'ils ont vraiment une grosse différence d'âge. Fait que là, le monsieur, Ouais. il capote.
Il se met à shaker, puis comme puis il crie, puis là, c'est comme ah! Il se désorganise! Puis là, Patrick Labbé, il sort, puis lui, il est comme tout content parce qu'il est comme je peux observer le tueur en série. Puis là, Delphine est comme mais pourquoi tu voulais que j'aille ici? Puis il est comme parce que ce monsieur est un tueur! Ce monsieur est un tueur en série! Et là, je veux qu'il voit que je suis amoureux d'une belle femme, alors il va vouloir me tuer moi! Tu étais un appât dans cette histoire, Tu chérie! n'étais qu'un appât! Merci, chérie! Petit bec dans le front! Moi! Puis comme, je ne suis pas chill avec ça! Puis elle est comme, je suis vraiment pas chill avec ça. J'ai déjà failli mourir dans cette saison-ci. On peut-tu se calmer, s'il vous plaît? Ceci n'est pas District Tout le monde 31. s'achante sur elle. Tout le monde s'achante sur pauvre Delphine qui veut juste porter des vêtements trop grands pour elle. C'est fâchon, ce qu'elle porte. Mais ça, j'aime pas ça. Mais c'est fâchon quand même. C'est fâchon. D'accord. Fait que là, finalement, qu'est-ce qui se passe avec le monsieur? Ben là, finalement, Yeah. Patrick Labbé fait un trip de moche et il avoue à ses collègues qu'il s'occupe d'un tueur en série. Et en passant, je tiens à dire que les commentaires sur l'épisode où ils font un trip de moche étaient top-notch. Vraiment. Il y a des gens qui ont écrit « Je vous ai rapporté à l'ordre du collège des médecins! » C'est de la fiction, madame! Est-ce que tu appelais la police quand tu regardais District 31? Fait que... Oui. Puis là, il avoue à ses collègues qu'il observe un tueur en série. Puis là, les gens sont comme « Mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, il faut que tu le dénonces! » Puis il est comme « Non, je veux l'observer, je suis tenu par le secret professionnel. » Puis t'es comme « Non, quand tu sais que quelqu'un a tué du monde, le secret professionnel se termine. » Mais ça, c'était pas clair dans l'émission, parce qu'il était comme « Ah, le secret professionnel, ça tient tant que tu as pas l'impression que la personne est un danger pour les autres. » Mais moi, je suis pas sûre que c'est vrai. Je sais pas, s'il y a des gens dans la police, dites-le nous. Alors... Non, pas dans la police. C'est au niveau de la loi, là. Les gens qui savent, dites-nous-le. Mais là, éventuellement, Patrick Labbé il va se rendre compte que le monsieur, il peut pas le garder comme ça, comme un petit chiot. Oui. Et il finit par le dénoncer à la police. Non! Puis là, le monsieur, il se fait ramasser, puis il se sent vraiment trahi! Ouah! Comme On dirait... peut plus faire confiance à personne dans ce bas monde! Comme dirait l'équipe des Oranges dans la 4e saison de Toast pour un chalet. Il y a des rats ici. Oh non! Pauvre orange. Pauvre Orange. C'est eux autres qui décrissent tout quand ils sont dedans. Nice. Et c'est comme ça que ça se termine. Patrick Labbé qui croyait qu'il pouvait garder un tueur en série comme si c'était un gentil petit poppy. Un gentil petit rat de là-bas à part. Que je vais Flowers for Algernon. Ah non, wait, il veut tuer des gens, c'est pas correct. Ah non, je ne peux pas simplement le laisser repartir chez eux, cet homme. Non, c'est comme quand un petit poppy arrête pas de mordre la visite, puis t'es comme, on pourra pas le garder, il est trop méchant. Il est trop méchant, on va falloir appeler la police. Alors voilà. Wow! C'est ce qui s'est passé dans Stat. C'était incroyable. Il y avait des tueurs en série. Je suis sûre que ça arrive tous les jours. Je me demande ce que les médecins pensent de cette émission-là. Puis si ça va faire justement comme dans Série Noire, je pense à ça depuis tantôt. Quand ils essayent d'aller consulter une conseillère juridique qui les fait attendre dans le lobby pendant comme des heures et des heures. Puis là, elle finit par leur dire comme on a trouvé votre série exécrable, ça m'a fait plaisir de vous faire perdre votre temps. Je me demande si c'est ça qu'elle se ferait dire, Marie-André Labbé, par ben là, j'espère des pas. Si elle a besoin de voir un médecin, j'espère qu'elle va pouvoir voir un médecin. Ben, moi aussi! Je sais pas, j'allais dire pourquoi ça se passe pas sur Mars? Là, on ferait comme suspension of disbelief, les médecins sur Mars peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais non, je sais pas. On va pitcher ça à Radio-Canada. C'est une émission de médecine. Oui. Sur Mars! C'est des pompiers sur Jupiter. Wow! OK, ben, moi je pense que ce serait un très bon concept. Oui. On pourrait engager Pierre-Luc Funk pour jouer dans Il notre attend émission de Pierre-Luc pompiers sur Jupiter. Bon, fait que merci Victor Audrey de m'avoir fait rire avec cette histoire de tueur en série. Ça me fait plaisir. Progressiste. Le tueur en série féministe. Pas du tout. I'll make an independent woman out of you. Yes, you make me feel like a progressiste tueur en série. Yes. Merci. Hey! Merci, docteur Catherine. J'ai failli moi. t'appeler moi. J'ai pas ton identité, je m'en vais avec. Stat! Bye! Merci, cher patient, d'avoir été là avec nous. On se dit à dans 2 semaines pour plus de stats. Stat!